Bonsoir à toutes et à tous. J'ai presque envie de vous dire que ça fait du bien de revoir des gens en vrai, même masqués. La prochaine étape, ce sera de vous voir tous, on espère, sans les masques. Je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreuses et nombreux à un temps qui est important et qui a été voulu par le gouvernement wallon. C'est un temps d'expression, c'est un temps de débat, c'est un temps d'information, c'est un temps d'échange. Et donc, rien ne remplacera le présentiel, même si le virtuel peut avoir son utilité. On pense qu'il est important de se voir, de s'écouter, de pouvoir converser ensemble. Et donc voilà, même si les conditions sont particulières, nous sommes clairement dans cette dynamique-là. Donc je voudrais vous remercier de votre mobilisation. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi impressionnante, mais tant mieux. Et donc ce qu'on va simplement vous dire d'emblée, comme vous êtes nombreux ce soir, le mieux c'est peut-être que nous ayons tous comme attitude, moi le premier, de conserver le masque tout au long de cette soirée, simplement pour être dans les clous, simplement pour pouvoir respecter les mesures d'hygiène qui sont préconisées au niveau fédéral, même si toutes ne sont pas toujours parfaitement compréhensibles et toutes ne sont pas parfaitement logiques. On va quand même ce soir, si vous le voulez bien, se plier à ces règles-là, simplement pour que la soirée se passe bien. Donc voilà, je voulais simplement peut-être commencer par me présenter. Oui. En allumant le projecteur, donc je vais gagner un petit peu de temps. Je m'appelle Pascal François, je suis un ancien journaliste de radio, de télévision et de presse écrite et je me suis spécialisé dans la modération d'événements comme celui-ci qu'on appelle réunion d'information préalable, donc les fameuses RIP, c'est pas très joli mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc le boulot du modérateur c'est de faire en sorte d'introduire chaque orateur et puis d'être présent au moment des questions-réponses et mon rôle va être important aujourd'hui, c'est d'être à vos côtés en salle avec ce fameux micro qui est aussi une nouveauté dans mon métier. Avant on avait un micro main, bah, c'est fini, on n'a plus ça. On a un micro qu'on dirige vers moi lorsque je parle et puis que je dirigerai avec plaisir vers vous quand vous aurez l'occasion de prendre la parole tout à l'heure. Donc voilà le contexte de cette soirée. Il va y avoir 20 minutes, 25 minutes d'exposé grand maximum de la part du développeur et puis du bureau d'études désigné. Et puis très rapidement derrière, on arrivera évidemment aux questions-réponses. On fera comme si la vie était normale. On a juste des masques. C'est la petite différence avec le monde d'avant. J'ai déjà fait partie de la présentation, donc le demandeur Luminus aujourd'hui qui va présenter son avant-projet, c'est Benjamin Mathurin et Maxime Kelder qui représentent tous les deux le développeur. Alors comme ils sont masqués, il y en a un qui est facile à reconnaître, celui qui a des crolls s'appelle Maxime et celui qui n'en a pas s'appelle Benjamin. Alors le bureau d'études est représenté par CSD Ingénieur et c'est Julien O'Toole qui se colle à l'exercice et qui se trouve juste en face, qui vient de lever la main à l'instant. Alors, le timing théorique de cette soirée qu'on a déjà pulvérisé, c'était 19h introduction et procédure officielle, 19h10 présentation du projet, 19h40 l'étude d'incidence sur l'environnement. Ce sera important d'être très attentif puisque si on est réunis en salle aujourd'hui, c'est précisément parce qu'on lance l'étude d'incidence sur l'environnement et donc c'est le moment officiel qui fait qu'on est tous en salle aujourd'hui réunis. Et puis les fameuses questions-réponses, c'est le moment d'échange auquel vous tenez, sinon vous ne seriez pas là, évidemment. Et nous arriverons aux conclusions. On a l'habitude des conviviaux, d'habitude on offre un verre de l'amitié. Là, on ne peut pas le faire. Le cœur y sera. On trinquera virtuellement, pour le coup. Alors, une réunion d'information préalable, publique, comme celle d'aujourd'hui, à quoi sert-elle? Certainement pas à dire « je suis contre le projet éolien, je ne veux pas en entendre parler, je déteste cette technologie ». Bon, ça peut vous faire du bien, c'est thérapeutique, je vous l'accorde, mais ça ne sert juste à rien dans une soirée comme celle-ci. Ce qui est plutôt intéressant, c'est d'abord de permettre au demandeur de présenter son projet au public, c'est ce qu'il fera aujourd'hui, et de permettre au public, donc vous, de vous informer, d'émettre des observations et des suggestions, c'est à ça que servent ces soirées, et puis de présenter, pourquoi pas, et ça arrive très régulièrement, des alternatives techniques qui peuvent raisonnablement être envisagées par le demandeur, et là aussi, c'est à ça que servent ce genre de temps fort, c'est de mettre en évidence des points particuliers qui peuvent être abordés lors de la réalisation d'études d'incidence. Voilà donc le contexte, et c'est ce qui a été voulu par le législateur. Je dois encore vous préciser, à ce stade de la soirée, que la commune est représentée aujourd'hui. Je pense qu'il y a 3 représentants qui sont en salle aujourd'hui. La commune a une obligation, c'est clairement édité par le Code d'été, c'est de permettre aux développeurs de présenter son avant-projet et au bureau d'études d'exprimer ce qu'est une étude d'incidence sur l'environnement. Donc la commune est clairement à distance du projet à ce stade de celui-ci, en tout cas, mais elle est présente et préside cette soirée. Alors, nous sommes à une première étape qui est importante, c'est l'étape de la consultation. Donc à partir de maintenant, vous avez 15 jours pour émettre des remarques, des suggestions, suggérer des alternatives à partir de la réunion d'information préalable. Donc vous pouvez soit envoyer un courrier, vous pouvez le faire, un courrier ordinaire,
où vous pouvez vous exprimer ce soir et tout ce que vous direz sera naturellement enregistré, consigné dans un procès verbal, donc rien n'est perdu. Donc c'est le premier moment d'expression qui va durer 15 jours, donc vous avez voix au chapitre pendant une quinzaine de jours. Le projet va continuer son petit bonhomme de chemin, l'étude d'incidence va se dérouler, et puis il y aura le moment de l'enquête publique. C'est le deuxième moment où vous, les citoyens, aurez l'occasion de vous exprimer à nouveau. Vous serez consultés pour une nouvelle période de 30 jours. Donc c'est vraiment votre participation à l'enquête publique pour une durée un peu plus longue. Retenez ces deux moments, ces deux temps forts pour vous, les citoyens. Alors, comment participer à la consultation? En faisant part de vos remarques, qui seront consignées dans un PV, je l'ai dit, on enregistre des débats, donc tout a une valeur officielle ce soir. Vous pouvez faire part de vos observations et vos suggestions par écrit jusqu'au 18 septembre, retenez bien cette date, et vous pouvez adresser ces suggestions, ces observations au Collège communal de Couvin. L'adresse se trouve ici dans ce slide, mais également dans la doc qu'on vous a remise, et vous pouvez naturellement adresser une copie aux demandeurs. Les coordonnées sont également reprises dans ce slide et dans les communications que l'on vous a remises à l'entrée. Je ne serai pas plus long, je vous l'ai dit, en 20-25 minutes, on va vous présenter cet avant-projet et l'étude d'incidence sur l'environnement, et on se retrouvera un tout petit peu plus tard au moment des questions-réponses. Ce que je vous demanderai par rapport à la technologie qu'on utilise, c'est de parler distinctement, bien en face du micro. Personne n'aura à le toucher, je vous rassure, je le dirigerai vers vous. Et donc, à partir de maintenant, on se donne 1h20 pour pouvoir en effet débattre ensemble et vous présenter l'ensemble des composants de ce projet. Place à Benjamin Mathurin. Donc bonjour à tous, un grand merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Donc moi je suis là pour représenter la société Luminus. L'objectif aujourd'hui, comme l'a dit Pascal, nous on étudie en fait ce projet, mais on n'est pas du quoi, parce que forcément on ne peut pas être un développeur par endroit où on fait un projet éolien. Donc c'est peut-être de découvrir des choses qu'on ne savait pas sur les environs grâce à vous et à vos remarques. Qui sommes-nous Luminus? Donc nous, en fait, on est un producteur et un fournisseur d'électricité. Ça veut dire que vous pouvez acheter de l'énergie chez nous, comme chez Engie ou comme chez Lorpiris ou chez beaucoup d'autres fournisseurs, mais on est aussi producteur. Et aujourd'hui, on a une stratégie qui est principalement axée en fait sur deux pôles, la production d'énergie renouvelable, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on essaye d'agrandir notre parc d'énergie renouvelable, avec donc principalement de l'éolien, et on a aussi des filiales spécialisées dans les services et l'efficacité énergétique. On croit en fait que la meilleure stratégie pour faire face à l'avenir, c'est d'abord de réduire la consommation d'électricité, et puis, pour celle qu'on utilise, d'en produire un maximum avec des énergies comme l'énergie hydraulique, photovoltaïque ou l'éolien. Alors, aujourd'hui, on est numéro 1 en éolien terrestre en Belgique. On a un parc réparti plus ou moins équitablement entre la Flandre et la Wallonie. On a 213 éoliennes et on produit à peu près 1000 gigawattheures d'électricité par an. Donc ça correspond à la consommation d'électricité de 285 000 ménages. Alors, le projet, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on fait des projets éoliens? En fait, il y a des objectifs qui sont chiffrés. Il y avait des objectifs pour 2020, il y en a pour 2030 qui commencent à s'affiner, et il y a des objectifs à 3 niveaux, au niveau européen, belge et wallon. Ensuite, il y a des objectifs en énergie renouvelable et en électricité verte. Aujourd'hui, on est là plus spécifiquement pour l'électricité. Alors, quels sont les objectifs en électricité verte pour l'Europe? Donc pour 2020, c'était de produire 33% d'électricité verte, ce qui a été traduit pour 20% pour la Belgique et 21% pour la Wallonie. Et aujourd'hui, le nouvel objectif pour 2030 que s'est fixé la Wallonie, c'est de produire 37% d'électricité renouvelable d'ici 2030. Concrètement, pour l'éolien, qu'est-ce que ça représente? En fin 2019, en Wallonie, il y avait 440 éoliennes installées pour une puissance de plus ou moins 1036 MW. L'objectif 2020, donc c'était 1150 MW, donc on peut dire qu'on y est presque. Et l'objectif pour 2030, ce serait d'avoir en 2000 à 2500 MW installés. Concrètement, ça veut dire une augmentation de 850 à 1250 MW, et à peu près 30 éoliennes par an en Wallonie. Donc 100 MW additionnels par an en Wallonie.
Maintenant, on va parler du projet. Alors, où se trouve le projet? Donc, vous avez un petit flyer sur lequel on a mis le projet. Donc, en fait, on a ici le contournement de Couva. Alors, quand on vient de Couva et qu'on va vers Cudessart, on emprunte la nationale 964. On a d'abord la Forestière à gauche, Brûlis de Pêche à droite, et ensuite, on arrive dans une zone boisée, et c'est ici que se situe notre projet, donc entre Brûlis de Pêche et Cudessart. Est-ce que vous m'entendez bien? Le micro est plus ou moins? Ça va. Alors, donc on est le long de part et d'autre de la nationale 964 entre Brûlis de Pêche et Cudessart. Et si on zoome un petit peu, donc on voit ici la nationale 64 qui commence à tourner pour aller vers Cudessart. On est ici au-dessus. Et donc Brûlis de Pêche arrive juste ici. Vous vous situez? Ça va? C'est clair assez? Alors, quels sont les atouts d'abord de cette zone? En fait, on l'a choisi parce qu'on a une grande distance des habitations, ça je vais y revenir juste après, parce que les terrains sont plats et faciles d'accès, il y a un bon potentiel venteux et on va pouvoir projeter les éoliennes dans des résineux. Donc, quels sont les critères qu'on regarde, nous, les développeurs éoliens, quand on commence un projet comme celui-ci? Le critère principal, en fait, c'est celui de la distance aux zones d'habitat. Donc, quand on met une éolienne d'une certaine hauteur, on doit rester à 4 fois la distance de cette hauteur totale des zones d'habitat les plus proches. Donc ici, on parle d'éoliennes de 200 mètres. Ça voudrait dire qu'il faut être à 800 mètres des zones d'habitat qui sont Cudessart, Brûlis de Pêche. Et alors, par rapport aux maisons isolées, on doit respecter une distance de 400 mètres. C'est ce que vous voyez ici en bleu ciel. Et ici, on a aussi représenté 450 mètres en bleu un peu plus foncé. Les maisons isolées, ce sont les petits points bleus que vous voyez ici, qu'on a mis sur une carte. À côté de ça, il y a d'autres critères, par exemple les zones Natagora. On doit toujours être à au moins 200 mètres d'une zone Natagora, mais ici vous voyez qu'on a une zone Natagora, on a mis le buffer de 200 mètres et on est quand même beaucoup plus loin. Zone Natura 2000, pardon, j'ai mis Natagora, c'est du Natura 2000. Alors, aujourd'hui, le projet duquel on va parler, donc il s'agit d'un avant-projet, on est vraiment au tout début de l'étude d'incidence. Aujourd'hui, vous allez faire des remarques, elles vont être prises en compte par le bureau d'études et en fonction de ça et de toutes les analyses qu'on va faire, le projet pourrait évoluer. Mais le projet maximaliste qu'on imagine aujourd'hui, ce sera un projet de 6 éoliennes avec une puissance de 3 à 5 MW, une hauteur totale de 200 mètres, un rotor maximum de 140 mètres, et une production annuelle estimée entre 50 et 60 GWh. Donc en gros, ça correspond aux besoins d'électricité pour un équivalent de 14 300 à 17 200 ménages. Voilà. Ces éoliennes, où est-ce qu'on les projette? Donc, de nouveau, on a Cudessart ici, avec le tournant, on a Brûlis de Pêche là, la Forestière là-bas au-dessus, la nationale 964, et on aurait une éolienne ici, une deuxième ici, une troisième là, donc vous voyez les points, une ligne de 3 éoliennes à l'ouest de la nationale et une ligne de 3 éoliennes à l'est de la nationale. Alors, un projet comme celui-ci, comment ça se déroule? Donc, en gros, il y a plusieurs étapes. Ici, on est vraiment au début, on est dans la partie développement. Donc, on fait la réunion d'information préalable, aujourd'hui, septembre 2020. On va faire une étude d'incidence qui va durer plusieurs mois. Et à la fin de cette étude d'incidence, on déposera une demande de permis unique. Donc cette demande de permis, on la déposerait en 2021. Alors, soit on aura un permis, soit on ne l'aura pas. Alors il y a toute une période qui démarre ensuite. Celle-là, on ne peut pas vraiment mettre de durée dessus parce que c'est vraiment très variable d'un projet à l'autre. Il peut y avoir des recours, il ne peut pas y en avoir. Ensuite, démarrer la construction. Donc voilà, si jamais un jour on a le permis pour construire ce projet éolien, au plus tôt, à la moitié de 2022, on pourrait démarrer la construction qui durerait entre 6 mois et 1 an. Des éoliennes, aujourd'hui, quand on les construit, elles sont là pour une période de 25 à 30 ans, au terme desquels on les démantèle.
Et le démantèlement, à nouveau, durerait entre 6 mois et 1 an. Oups. Alors, dans ce type de projet, on propose parfois aux citoyens, si on sait qu'il y a un intérêt, de participer, donc de faire une participation citoyenne. Donc ça peut prendre diverses formes, mais nous par exemple on a notre coopérative qui s'appelle LumiWind, et donc si on sait que dans une région où on a un parc, il y a un intérêt, on peut mettre une des éoliennes de ce projet, de ce parc, dans la coopérative, et on propose alors aux riverains des parts à 25 € avec un maximum de 10 000 €, des dividendes qui peuvent aller jusqu'à 4%, un dividende exonéré d'impôt jusqu'à 812 € par an, et les parts peuvent être vendues après 5 ans. Donc ça, c'est un outil qu'on propose quand les citoyens sont intéressés de participer dans les projets. Donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir sur le site lumiwin.be. Merci Monsieur Mathurin pour cette première partie importante qui était donc la présentation du demandeur et puis également du projet ou de l'avant-projet. Place maintenant au bureau d'études qui est représenté par Julien O'Toole pour le bureau CFD. Oui, voilà, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendrez bien avec le masque. N'hésitez pas à dire si vous m'entendez pas bien. Donc voilà, je m'appelle Julien O'Toole, je représente ce soir le bureau d'études CSD Ingénieurs. Et donc nous avons été mandatés par la société Luminus pour réaliser l'étude d'incidence sur l'environnement. Donc nous allons voir ce soir quel est le contenu d'une étude d'incidence et pourquoi on réalise une telle étude dans le cadre d'un projet éolien. Donc on réalise une étude d'incidence sur l'environnement parce que c'est imposé par la législation. Dès qu'un projet éolien a une puissance totale supérieure à 3 MW, donc c'est quelque chose qui est imposé par la législation. Cette procédure est régie d'une part par le Code de l'environnement et d'autre part par le Code du développement territorial, aussi appelé Code ET. Et donc il faut comprendre que cette étude d'incidence est en fait une annexe à la demande de permis unique qui sera introduite par Luminus à la commune. Alors, une étude d'incidence est réalisée par un bureau d'études agréé. Donc c'est un outil à 3 égards, puisque c'est un outil d'orientation pour le demandeur. Donc le bureau d'études va challenger son projet et voir s'il n'y a pas des améliorations possibles à faire sur base des analyses qui sont réalisées. C'est un outil d'aide à la décision pour les autorités, puisque c'est notamment sur base de l'étude d'incidence que les autorités vont prendre leurs décisions. Et puis c'est un outil d'information pour vous, le public, puisque vous pourrez notamment consulter l'étude d'incidence lors de la phase d'enquête publique. Donc cette étude d'incidence doit toujours être réalisée par un bureau d'études agréé en Wallonie. C'est-à-dire qu'il y a 3 caractéristiques principales. Premièrement, nous sommes indépendants. On ne participe pas à la conception du projet de Luminus. Ensuite, nous avons les compétences et l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'experts qui travaillent sur le projet pour réaliser une étude d'incidence de qualité. Et nous avons plus de 15 années d'expérience dans le domaine éolien en Wallonie et à l'étranger. Donc c'est pour ça ici que le bureau CSD Ingénieurs a été mandaté pour réaliser cette étude. Alors, en quelques mots, qui sommes-nous? Nous sommes un grand groupe européen d'ingénierie, avec plus de 800 collaborateurs à travers l'Europe, dont 65 en Belgique, plus ou moins. Nous avons 50 années d'expérience, on fête nos 50 ans cette année. Plus de 25 ans en Belgique et plus de 350 évaluations de ce type pour la Belgique. Nous sommes principalement ancrés à Namur, à Liège et aussi à Bruxelles. Alors nous réalisons aussi également d'autres études, mais ce n'est pas l'objet ici de la présentation de ce soir. Alors, la réunion d'information préalable du public, elle a surtout 2 grands objectifs. D'une part pour le demandeur de présenter son projet, comme il vient de le faire, et puis pour vous de vous informer, d'émettre des observations et des suggestions. C'est-à-dire peut-être que vous connaissez sur le site du projet des éléments particuliers dont nous n'avons pas encore connaissance et donc vous êtes amené éventuellement à parler de ces caractéristiques particulières lors de la séance questions-réponses ou dans vos courriers. Et puis vous pouvez également présenter des alternatives qui pourraient être raisonnablement envisageables par le demandeur. C'est-à-dire si vous pensez que le projet éolien devrait plutôt être placé à tel endroit ou à tel endroit, voilà, vous pouvez mettre des suggestions. Et donc vraiment, l'objectif de cette réunion est de compléter le contenu standard de l'étude d'incidence afin vraiment d'apporter le maximum d'éléments pour avoir une étude d'incidence de qualité.
Alors, une étude d'incidence, donc, elle a un certain contenu. Donc, d'abord, elle commence par la réunion d'information préalable du public. Vous aurez l'occasion d'émettre vos observations et vos suggestions. Et puis après, on va réaliser cette étude d'incidence. Tout d'abord, on va présenter l'avant-projet qui vous est présenté ce soir, et peut-être que cet avant-projet va évoluer suite aux différentes analyses que nous allons réaliser. Ensuite, nous allons présenter la situation existante, c'est-à-dire aujourd'hui, sans le projet, comment se trouve la situation. Ensuite, nous allons évaluer les différents effets du projet sur l'environnement, sur toute une série de thématiques environnementales différentes, dont les principales sont, bien entendu, le milieu biologique, tout ce qui est paysage et patrimoine et l'impact visuel pour vous notamment, tout ce qui est l'impact sonore des éoliennes et l'impact de l'effet d'ombre portée. Donc on va notamment voir ces 4 thématiques principales par la suite de l'exposé. Donc ensuite nous allons étudier les différentes alternatives qui pourraient être envisagées à proximité du projet. Et puis surtout nous allons proposer des mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives sur l'environnement. Et donc c'est vraiment ça notre plus-value en tant que bureau d'études, c'est d'émettre des recommandations et des mesures pour réduire au maximum les effets négatifs du projet sur l'environnement, s'il y en a. Alors, je vais prendre ici un exemple d'un projet éolien qu'on a déjà étudié. Donc il faut savoir que les cartes qui illustrent mes propos ici ne représentent pas le projet qui vous est présenté ce soir, mais il s'agit bien d'un autre projet. Ça va simplement permettre d'illustrer ici les 4 thématiques principales que nous allons aborder. Donc la première thématique est tout ce qui concerne le milieu biologique. Donc afin de pouvoir évaluer l'impact du projet sur la faune et la flore, nous allons réaliser des inventaires biologiques, c'est-à-dire des inventaires sur environ une année complète pour voir un petit peu quelles espèces fréquentent le site et à quel moment de l'année. Donc c'est-à-dire qu'on va réaliser des inventaires pendant l'hiver, pendant le printemps, l'été et l'automne, pour voir quels oiseaux sont présents en phase de migration, en phase d'hivernage ou niche sur le projet. Nous allons également analyser donc les espèces de chauves-souris qui sont présentes sur le site, avec notamment la mise en place d'un mât de mesure et de ce qu'on appelle un suivi continu en altitude pour évaluer les chauves-souris qui sont présentes en altitude. Alors, la deuxième thématique abordée ce soir, ça concerne l'impact visuel et l'impact surtout paysager et sur le patrimoine. Donc, pour cela, nous utilisons toute une série d'outils qui vont nous permettre d'évaluer les impacts sur les différents villages à proximité et puis sur les éléments d'intérêt paysager et patrimoniaux. Nous utilisons pour cela des modélisations qui vont nous permettre de situer à quels endroits les éoliennes seront visibles ou non. Donc sur la carte qui vous est présentée ici, vous avez par exemple pour un autre projet les zones de visibilité en jaune et en gris les zones de non-visibilité des éoliennes. Donc sur base de ça, ça nous permet déjà d'avoir une première idée de à quels endroits les éoliennes seront visibles ou non. Ensuite, nous réalisons un inventaire des éléments paysagers et patrimoniaux au niveau du projet. C'est-à-dire que donc, la Wallonie a classé toute une série de sites et de vues remarquables donc, au niveau du périmètre du projet. Et donc ça va nous permettre vraiment de pouvoir qualifier la qualité du site, du projet d'un point de vue paysager et patrimonial. Et enfin, notre analyse va se baser aussi sur la réalisation de photomontages, c'est-à-dire des photos à environ une vingtaine d'emplacements autour du projet, qui vont nous permettre de modéliser le projet s'il est finalement construit et d'avoir une idée de l'impact donc, du projet depuis ces différents points de vue. Donc ça va vous permettre aussi pour vous de pouvoir visualiser l'impact visuel du projet à ces différents endroits. Et donc tous ces outils vont vraiment nous permettre de pouvoir évaluer l'impact du projet sur le paysage et le patrimoine. Alors la troisième thématique abordée ce soir est tout ce qui concerne l'environnement sonore, c'est-à-dire le bruit qui est émis par les éoliennes et qui peut parfois être gênant pour certains riverains qui habitent à proximité immédiate. Donc pour ce faire, nous allons étudier d'abord la situation existante, c'est-à-dire aujourd'hui, sans les éoliennes, comment est l'ambiance sonore du site. Pour ce faire, on utilise un sonomètre, donc c'est un appareil qui permet d'enregistrer le bruit de fond sonore du site, qu'on va aller placer dans une zone proche du projet chez un riverain pour enregistrer l'ambiance sonore du site pendant environ une semaine. Ça nous permet donc de caractériser le site sans les éoliennes et ensuite d'évaluer si
l'impact du projet est fort au niveau du site en projet ou pas. Bon, ici, on peut déjà s'imaginer que le bruit de fond sonore va être très faible, puisqu'il n'y a pas énormément d'éléments, par exemple comme des autoroutes ou des grandes zonings industrielles qui vont provoquer du bruit à proximité immédiate du projet. Alors la deuxième phase consiste à modéliser l'impact sonore des éoliennes. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un logiciel qui va nous permettre de modéliser théoriquement donc le bruit émis par les éoliennes. Donc ces modélisations sont toujours maximalistes, puisqu'on considère que le vent souffle dans toutes les directions, ce qui n'est pas le cas. Et puis on considère les éoliennes à puissance acoustique maximale, c'est-à-dire quand elles fonctionnent à plein régime. Donc avec les résultats qu'on obtient, nous allons ensuite comparer les valeurs obtenues avec les limites réglementaires en vigueur. Et donc si on constate que ces valeurs limites réglementaires ne sont pas respectées au droit de chaque habitation, nous allons émettre des recommandations. Ces recommandations, ça se passe en fait sous la forme de bridage acoustique. C'est-à-dire qu'à certaines périodes de la journée, on pourra devoir recommander des bridages des éoliennes, c'est-à-dire freiner la vitesse de rotation des éoliennes pour qu'elles émettent moins de bruit et ainsi respecter la législation. Et nous demandons également aux développeurs de réaliser un suivi acoustique post-implantation. Comme cela, en cas d'autorisation du projet et de construction, il y a un contrôle que le développeur a bien mis en place ces bridages pour respecter les valeurs limites réglementaires au niveau des habitations les plus proches. Alors la quatrième thématique et la dernière de la soirée, en tout cas pour la présentation, c'est le phénomène d'ombre portée, d'ombre mouvante. Donc c'est le phénomène que vous pouvez voir ici à l'écran sur la petite figure qui illustre le phénomène. Donc c'est le phénomène que vous pouvez avoir au niveau par exemple d'une véranda si l'éolienne se situe entre le soleil et votre véranda et qui peut être parfois très dérangeant pour les personnes qui le subissent. Donc pour ce faire, nous réalisons également des modélisations théoriques à l'aide d'un logiciel spécialisé. Et donc ces résultats que nous obtiendrons, nous allons les comparer avec les valeurs limites réglementaires applicables pour cette thématique-là. C'est-à-dire pour chaque habitation, 30 heures par an et 30 minutes par jour maximum. Et donc nous réalisons ces modélisations de manière maximaliste, puisque nous considérons que le projet fonctionne toute l'année, ce qui n'est pas le cas, et que le soleil brille également toute l'année, ce qui n'est pas le cas non plus en Belgique. Et donc si nous voyons un dépassement de ces valeurs limites réglementaires, nous allons proposer un module qui va arrêter les éoliennes pendant les courtes périodes pour lesquelles il pourrait y avoir ce genre de phénomène chez donc, les différents riverains les plus proches. Alors peut-être je m'attarde sur la thématique forestière, puisque donc un projet éolien en forêt, ce n'est pas exactement la même chose qu'un projet éolien en zone agricole. Donc des thématiques vraiment particulières d'un projet en forêt, c'est tout ce qui concerne évidemment l'abattage des arbres, l'accès du convoi exceptionnel au niveau du site. Et donc tout ça, c'est des choses auxquelles nous allons vraiment faire attention lors de la réalisation de l'étude d'incidence, et je veux dire de manière beaucoup plus particulière que pour un projet éolien en zone agricole par exemple. Vous voyez par exemple ici une construction particulière d'une éolienne en forêt avec une mise en place particulière de la zone pour éviter le maximum d'abattage d'arbres. Alors c'est également une étude particulière d'un point de vue biologique, puisque en général une zone forestière est plus riche en termes de biodiversité qu'une zone agricole. Ça dépend un peu des types d'endroits, mais c'est vraiment l'objectif, c'est d'analyser les différents habitats, les différents peuplements qui sont présents au niveau du site pour évaluer la qualité biologique du site et voir si le projet pourra être autorisé dans ce type de milieu. Et donc pour cela, nous recommandons également certaines particularités, dont notamment des distances à respecter par rapport aux forêts feuillues ou par rapport à la canopée des arbres pour éviter des impacts trop importants sur les différentes espèces qui fréquentent le site. Alors voici donc la dernière dia de ma présentation. Donc aujourd'hui, on a la réunion d'information préalable du public. Nous allons réaliser l'étude d'incidence. Et puis, nous allons intégrer les recommandations. Donc, on va présenter les recommandations au développeur et celui-ci va les intégrer ensuite dans la demande de permis unique. Le développeur va déposer la demande de permis unique et puis il va y avoir l'enquête publique. À ce moment-là, vous pourrez consulter l'étude d'incidence sur l'environnement à la commune et faire également vos remarques et vos suggestions. Et donc, ce qui est très important ici de remarquer, c'est que le projet actuel, en fait, n'est pas forcément le projet déposé. Donc, le projet peut évoluer suite à nos différentes analyses.
Une deuxième chose importante à remarquer, c'est que donc il y a toute une série d'instances qui vont émettre des avis sur le projet une fois que la demande de permis unique sera déposée. Et donc certaines instances vont aussi vont contrôler en fait la qualité de l'étude d'incidence. C'est-à-dire que si on considère que nos études d'incidence ne sont pas de suffisamment bonne qualité, on pourrait simplement perdre l'agrément pour réaliser ce genre d'études. Donc voilà, je finis ici ma présentation et je laisse la parole à Pascal François. Merci beaucoup Monsieur O'Toole pour cette présentation. On va commencer par augmenter un petit peu le son de ce micro. Voilà. Et rappeler peut-être à celles et ceux qui viennent d'arriver les règles de cette soirée, enfin de toutes les RIP, à l'exception du fait que celle-ci a la particularité qu'on porte un masque. Les règles ne changent pas. Si vous prenez la parole, et je vous invite à le faire, de manière totalement libre ce soir, pour émettre des remarques, des questions, des suggestions, proposer des alternatives, je vais vous demander à chaque fois que vous allez prendre la parole, de bien vouloir donner votre nom et votre prénom pour qu'on puisse évidemment le porter, le raccrocher au procès verbal et qu'on puisse lier vos propos à la bonne personne tout simplement. Donc on est parti jusqu'à au moins 20h30. Maintenant, ça fait 3 quarts d'heure, 1 heure d'échange. Je suis à votre disposition, le micro sera dirigé vers vous, donc allons-y. Qui souhaite poser la première question et mettre la première remarque, la première suggestion? C'est monsieur. Oui, bonsoir, Vincent Delire, conseiller communal et donc Quichotte local, on se connaît un peu, l'habitude de se voir. Très bien. Et donc, comme d'habitude, vous nous avez présenté cette séance en nous signalant que nous n'avions quasiment pas le droit de marquer notre opposition au projet d'une façon formelle, mais bien de donner des conseils ou des suggestions de façon à aménager le projet. Eh bien, nonobstant vos recommandations, moi j'aimerais dire que je suis formellement opposé à ce projet, quels que soient les aménagements qu'on pourrait y faire, parce qu'il se situe en pleine forêt et que nous avons, en ce qui concerne le pouvoir communal, nous venons de refuser un projet qui était également dans le massif forestier. Il s'agirait de la même erreur, du même désastre paysager. Les gens doivent bien se rendre compte qu'à partir de Puy-des-Sats-Brully, où la forestière, on verrait ces éoliennes, mais aussi à partir de la ville de Couvain. Or, nous investissons énormément dans le tourisme. Nous avons accepté d'étendre, de faire partie du parc naturel de Viron-Aval qui s'étend désormais sur notre commune. Ce serait totalement incohérent d'accepter ce genre de projet sur notre territoire. Enfin, j'aimerais rectifier 2-3 choses qui ont été dites dans la présentation. Il a été dit qu'il s'agissait d'une énergie renouvelable. Bon là, c'est un peu général, mais l'éolien n'est absolument pas renouvelable. L'éolien nécessite l'exploitation de terres rares qui trouveront une fin un jour ou l'autre, et lorsqu'il n'y a pas de vent, eh bien, on est obligé d'utiliser des énergies fossiles pour compenser l'absence de production électrique. Donc, en aucun cas, il ne s'agit d'une énergie renouvelable, ni alternative. On pourrait parler d'énergie complémentaire, mais pas alternative, puisqu'elle nous empêche pas d'avoir besoin des autres formes de production électrique. Vous avez parlé également, Luminus a dit, voilà, nous alimentons 185 000 ménages en Belgique. Cette façon de présenter les choses est tout à fait faussée, c'est de la manipulation. Le grand consommateur d'électricité dans le pays et même partout en Europe, c'est l'industrie, ce ne sont pas les ménages. Donc c'est une façon racoleuse de présenter les choses que de dire nous alimentons X centaines de milliers de ménages. Enfin, puisque je parle de racolage, je pense que cette histoire de part sociale que vous proposez, c'est un hameçonnage astucieux, mais moi je pense que vous devriez carrément proposer à tous les riverains du site d'offrir des parts et non de les vendre à 25 €, parce qu'en aucun cas vous n'envisagez de compenser les pertes du patrimoine immobilier des gens qui vont se trouver dans la périphérie de ce projet éolien. Et voilà une première intervention qui donne le ton, qui a au moins le mérite d'être très très claire, disons-le clairement. Plusieurs choses ont été dites. L'opposition que monsieur développait par rapport au projet, pour les arguments qu'il développait, je ne sais pas si vous avez envie de réagir par rapport à ça, mais il y avait des éléments factuels en disant notamment que la technologie que vous utilisez fait appel aux terres rares, etc. Est-ce que vous voulez peut-être réagir, apporter un complément d'information? Oui, non?
Oui, Maxime Calder, c'est la première fois que je prends la parole ce soir. Bonjour à tous. Concernant les terres rares, effectivement, on trouve plein d'articles sur Internet. Il y a des éoliennes qui en contiennent plus que d'autres. Toutes les éoliennes qu'on a actuellement en Belgique sont celles qui en a le moins. Dire qu'un matériel électronique ne contient aucune terre rare serait faux, je pense. Donc oui, effectivement, il y a quelques terres rares. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? C'est un jugement. Est-ce que l'éolien est une énergie renouvelable? Renouvelable est plutôt défini dans le sens renouvelable par rapport à la ressource, qui est le vent. Et donc c'est de cette manière-là que l'énergie renouvelable est définie. Juste parce qu'on n'a pas besoin de puiser le vent quelque part, il est là, il est présent, donc on va s'en servir tout simplement. Ok. Et quand le vent n'est pas là. Et quand le vent n'est pas là. Donc quand le vent n'est pas là, je vous rejoins effectivement. Vous avez besoin d'électricité chez vous. Vous n'acceptez pas qu'à un certain moment de la journée, vous n'ayez pas de lumière chez vous. Donc dans ces cas-là, alors on fait appel à d'autres sources. Ça peut être du solaire, ça peut être de l'hydraulique, ça peut être du gaz, du nucléaire. Donc il existe un panel en fait d'énergie pour produire de l'électricité. Donc effectivement, une éolienne, en fait, en donnant quelques chiffres, ça tourne pas tout le temps. Ça tourne à peu près 80% du temps, donc évidemment pas à pleine puissance à chaque fois, mais ça tourne 80% du temps. Attendez, monsieur, non, monsieur, sans le micro. Attends, monsieur, sans le micro, ça sert à rien du tout. Oui, je sais, mais c'est pas enregistré, donc voilà. Non, je vais expliquer, c'est pour ça que j'ai rajouté, elle ne tourne pas à pleine pourcent du temps. Donc, ah si, une éolienne tourne. Donc, en fait, ce que dit monsieur pour l'enregistrement, c'est que monsieur défend le fait qu'une éolienne ne tourne que 20% du temps, et je défends le fait que, voilà, c'est le taux de charge, on y revient. Et qu'en fait, elle tourne à 80% du temps. Mais elle ne tourne pas à pleine puissance. Donc aujourd'hui, on vous a présenté un projet où on envisage de mettre des turbines de 3 à 5 MW. 5 MW, c'est la puissance maximale. Évidemment, elle ne tourne pas tout le temps à 5 MW. Quand il y a peu de vent, elle tourne à 0,1, 1, 2, etc. Et donc quand elle tourne à 0,1, 1, 2 jusqu'à 5, ça fait 80% du temps. Mais évidemment, sur une année, elle produit l'équivalent de 20% fois 5 MW. Très bien. Je vous demanderai vraiment de respecter peut-être la prise de parole avec le micro. Oui, je sais, j'ai bien compris. Monsieur Gaëtan Bernard, Viroinval. Alors, je suis je suis d'accord avec son intervention. Et la question que je vous pose, est-ce que le projet que vous voulez nous présenter ce soir serait rentable si on supprimait les certificats verts? Alors cette question, ne nous le cachons pas, elle revient à chaque soirée. Elle est légitime évidemment dans le contexte de subsidiation. Disons les choses clairement, sans langue de bois. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui amener sur la table un projet comme celui-là s'il n'y avait pas d'existence des certificats verts? Pour faire court, non, le prix de l'électricité est beaucoup trop bas en fait. Et donc du coup, le revenu vient principalement de l'électricité et des certificats verts en temps normal. Actuellement, avec un prix de l'électricité aussi bas et un prix de la technologie encore relativement élevé, ceci n'est pas envisageable aujourd'hui en 2020. Ok, au moins c'est clair, merci. Attendez, non, monsieur, non, pas vous tout seul. Hein. Enfin, vous êtes le seul à penser que le prix de l'électricité est bas, monsieur. C'est pas l'avis des gens qui se trouvent ici. Hein. Non, mais en fait, c'est vrai, il y a deux salles, deux ambiances dans l'interprétation, ça c'est vrai. En fait, c'est vrai que c'est le prix de l'électron. Quand vous payez votre facture Luminus, ou d'autres que je ne vais pas citer parce que je suis un employé de Luminus, quand vous payez vos factures pour 1000 kWh, vous payez de l'ordre de 250 euros du mégawattheure. Et sur ces 250 euros que vous payez, à Luminus ou à un autre, en fait, il y a une partie qui sont des taxes, qui sont le réseau, donc ORES, Elia, etc. Et donc l'électron, au final, ne représente qu'une petite partie de cette facture-là. Présente de l'ordre de 30-40%, mais je n'ai pas revu mes chiffres avant de venir, mais c'est de l'ordre de ça. Donc effectivement, l'électricité, pour moi aussi, en tant que particulier, chez moi, coûte cher. Évidemment, elle coûte plus cher ici en Belgique qu'en France, mais elle coûte moins cher qu'en Allemagne ou d'autres. Ok, voilà. Merci, mais c'est vrai que cette précision était importante. Vous vouliez prendre la parole?
Bonsoir, Serge Fetter. Je regrette que lors d'une réunion d'information du public, l'objet soit pour ou contre l'énergie éolienne. Et donc, je regrette qu'on détourne l'objet de cette réunion. Ce qu'on attend du public, c'est qu'il pose des questions techniques, c'est qu'il fasse des remarques sur un certain nombre de choses, qu'il demande par exemple, et je prends des exemples un peu curieux, si ça a une influence sur l'écureuil qui passe dans le jardin, mais ne pas détourner ça dans un sens d'un pro ou pour éolien. Alors, on a prononcé 3 fois, déjà ce soir, l'alternative. Alors moi je voudrais bien que le bureau d'études étudie une alternative. Qu'est-ce que c'est qu'une alternative? Parce qu'on n'a peut-être pas, si on l'a évoqué, c'est éventuellement déplacer une éolienne un peu plus à gauche ou un peu plus à droite pour préserver, par exemple, une espèce rare. Voilà. Mais une alternative, ça peut être aussi de dire, mais les 6 éoliennes, là, je ne les veux pas ici et je demande au bureau d'études d'aller les placer ailleurs. Et donc, en ce qui me concerne, je souhaite qu'il y ait une alternative particulière qui soit étudiée, parce que nous nous trouvons dans des projets similaires. C'est celle qui a été jusqu'au présent refusée, qui bordait, tout le monde la connaît ici à Couvain, qui bordait l'autoroute. Non pas que je suis pro-Luminus ou pro-New Wing, tout ce que vous voulez, je suis un quidam ici, et en tant qu'utilisateur d'électricité, comme vous tous, nous en avons besoin. On ne va pas remettre en cause le fait d'avoir une lessiveuse ou un frigo, et il nous faudra bien toujours un minimum d'électricité, même si on a un comportement écologique. Alors, je souhaiterais que dans l'étude d'incidence, il y ait un comparatif, une alternative entre ces projets qui sont relatifs, où il y a beaucoup de similitudes, zones forestières, même plateau, donc avec le même potentiel de vent, même problématiques liées au milieu naturel. Il y a des petites différences. Nous serons plus proches, par exemple, ici, de populations de Milan, par rapport au projet, je vais dire, 420. Et je souhaite qu'il y ait une alternative sérieuse et comparative, une sorte d'analyse à forme qui compare ces 2 projets qui sont très similaires. Parce qu'il faut bien se rendre compte que, en ce qui me concerne, je pense que la production d'électricité ne devrait pas être dans les mains comme ça de toutes sortes de boîtes privées, comme c'est un bien commun, comme c'est un besoin, je vais dire, public. Eh bien, ce seraient être des organismes parastataux, des intercommunales, voire l'État, la région wallonne, qui s'occupent de fournir de manière la plus constante et au prix le plus bas l'énergie dont on va consommer. Donc, je répète, je demande que l'étude d'incidence. Alors, pourquoi? Et il y a un intérêt direct ici au sein de la commune. Si je suis conseiller communal, si je suis collège communal, si je suis, je dirais, un regroupement qui cherche les énergies renouvelables qu'on peut développer sur notre commune, il me semble particulièrement intéressant pour des quidam pour nous faire une idée valable de différents projets et faire des choix qui soient sensés et pas uniquement viscéraux. Il me semble vraiment important qu'on compare ces différents projets. Il y en a d'autres dans la commune, et je vais terminer, mais Vincent Delire a pris pas mal de temps. Il y en a d'autres qui se passent sur la dépression Fagnard, où par exemple, il y a potentiellement, je crois, nettement moins de vent, et donc on parle beaucoup de l'efficacité, de l'efficience des éoliennes. Eh bien, s'il y a une efficience supérieure sur le plateau, il est évident qu'il vaut mieux développer des parcs éoliens sur ce plateau. Voilà, je vous remercie de... Je vous en prie, monsieur, merci. Voilà, clairement, il y a un propos de fond, c'est l'idée de cette étude comparative qui vous est demandée à vous, bureau d'études, etc. Est-ce que vous pouvez répondre positivement à tout ou partie de ce que monsieur vient de réclamer s'agissant d'études? Oui, tout à fait. Donc, on étudie en effet les différentes alternatives dites de localisation autour du projet. Donc, il y aura bien une carte représentant les différents sites potentiels avec une petite analyse pour chaque site qui présente les différentes possibilités qu'il y a notamment sur la commune de Couvain et dans un rayon d'environ 10 km autour du projet. Et donc peut-être pour rappeler aussi rapidement, il y a 3 types d'alternatives. On a alternative de configuration qui considère justement est-ce qu'on peut mettre une éolienne un peu plus à gauche ou un peu plus à droite pour diminuer les effets du projet sur l'environnement.
Alternative de localisation, comme a dit monsieur, donc autre que le site du projet, mais dans un périmètre relativement proche. Et puis alternative technique, est-ce que d'autres types d'éoliennes, en termes de hauteur ou en termes de puissance, sont les plus adaptés au niveau du projet? Et donc voilà, ces 3 types d'alternatives seront bien évalués dans l'étude d'incitation. Ce que monsieur souhaite plus globalement, c'est plutôt une vue un peu plus macroscopique des projets qui sont développés sur la zone pour pouvoir en effet aider les décideurs à prendre une décision ou une autre dans un sens ou dans un autre. Tout à fait. Donc un outil d'aide à la décision. Quelque part, voilà, une étude d'incidence devrait être ça aussi. Elle l'est fondamentalement. Ok. J'insiste sur le fait que c'est pas un concours de durée de questions. Hein, donc on peut très bien arriver à l'essentiel plus rapidement. Donc c'est pas un à gagner par rapport à l'autre. Je vous demanderai d'aller à l'essentiel. N'hésitez pas pour qu'on puisse entendre un maximum de personnes ce soir. Ce serait vraiment chouette. Oui. Je t'en prie. Bonsoir. Boudou Jean-Luc. Voilà, on parle toujours d'éoliennes ici, donc les palmes et tout ça, tout ce qui est en hauteur. Mais je voudrais bien savoir aussi ce qu'il y a en profondeur. À combien de mètres on descend pour la construction et tout ce qu'on peut détruire en dessous aussi, vu les sources et tout ça qui est par ici. C'est une question de temps. Hein. Si on entend bien, en effet, c'est qu'est-ce qu'il y a en termes de matériaux sous terre. Et puis, la sous-question que posait monsieur, c'est en cas de démembrement, de démantèlement, comment ça se passe, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a au-dessous d'une éolienne? Il y a évidemment une grosse fondation. Elle fait à peu près 20 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur. Donc ça, c'est du béton armé. Donc ça veut dire que c'est une structure en métal sur laquelle on coule du béton. En dessous de cette fondation, il arrive, en fonction du type de sol, qu'on doive mettre des pieux. Parce qu'on n'arrive pas à une résistance suffisante. Donc on ne va pas faire une fondation plus profonde, mais par contre, on va mettre des pieux. Le long vraiment de la fondation. Alors, au terme du projet, en fait, ce qu'on va enlever, c'est cette fondation en béton armé. Par contre, ce qui pourrait éventuellement rester, s'il y en avait, mais je pense qu'ici, on a des sols plutôt rocailleux, donc il ne devrait pas y en avoir, c'est les pieux. Pourquoi on ne les enlève pas? C'est très simple, c'est parce que si on a un pieu qui fait 8 mètres de long et qu'on essaye de le tirer, soit il va casser, soit si on commence à creuser, on va faire beaucoup plus de dégâts que si on l'avait laissé dans le sol. Et puis comme ce sont des pieux, l'eau continuera de passer autour et c'est du béton, donc c'est, on va dire, inerte. Ok, merci pour cet échange. Merci monsieur pour votre question. Baudard, Jean-Louis. Voilà, en parlant d'études d'incidence, plutôt que de se tracasser des écureuils, moi je me tracasse un petit peu du budget des citoyens. Or, il faut savoir qu'une éolienne, comme me l'a dit monsieur Delire là, doit être en fait doublée par une centrale classique, que ce soit thermique ou bien nucléaire, peu importe. En plus de ça, l'éolien, vous l'avez reconnu vous-même, n'est rentable que grâce au certificat vert. C'est-à-dire que ce sont les consommateurs qui payent ça. 2 fois d'ailleurs. Ils le payent au niveau incident sur leur mode de vie et une deuxième fois sur leur portefeuille. Et ça, vous n'informez jamais le public que plus il y aura d'éoliennes, plus l'électricité sera chère en Belgique. Voilà. C'est déjà pas mal. Sur le fond. Alors, est-ce que vous pouvez rejoindre monsieur sur le fait que plus d'éoliennes égale une facture plus importante en termes d'électricité? Je ne sais pas qui veut disséquer cette réponse. J'avoue, je ne suis pas visionnaire, mais en fait, on a besoin de moins en moins de subsides pour l'éolien, donc il est prévu de diminuer. Donc plus on va avancer dans les années, plus le subside, donc le subside nécessaire pour être rentable pour un tel projet, va baisser en fait. On était pour donner une valeur stricte, on était à 1 certificat vert il y a 1 an, on est passé à 0,86 récemment, et il parle de descendre à 0,6 voire 0,5 ou moins d'ici 1 ou 2 ans. Donc on est à une phase vraiment où la technologie est assez mature, on a des prix qui sont assez stables, et la subvention va diminuer. Donc le coût pour le citoyen va diminuer pour le support aux énergies renouvelables. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas une seule technologie qui n'a jamais été subventionnée par le public en fait dans le passé aussi. Donc on parle aujourd'hui des citoyens, de l'éolien, mais on pourrait parler de toutes les autres technologies. Alors peut-être une remarque aussi par rapport à ce que vous disiez, par rapport au gaz. Donc en fait, aujourd'hui, les centrales, elles sont déjà construites, les centrales au gaz, et elles tournent déjà. Donc aujourd'hui, on a 7 tranches de nucléaire, à peu près 6 gigawatts de puissance nucléaire installée, et à peu près toute l'année, il y a des centrales au gaz qui tournent.
Donc aujourd'hui, quand on met soit du photovoltaïque, soit de l'hydraulique, soit de l'éolien, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire tourner un peu moins ces centrales. Plutôt, donc ça veut dire si on construit 100 MW d'éolien, on ne va pas construire une centrale de 100 MW de thermique à côté. On va plutôt essayer de ne pas utiliser les centrales qu'on a aujourd'hui. Ok, merci. Régis Colombier, je viens de Beaumont. Alors ma question a lieu sur la coopérative LumiWind. Si le nom de LumiWind est le nom de la coopérative, ça veut dire plus ou moins que ce n'est pas une coopérative citoyenne, mais une filiale de Luminus. Donc il n'y a rien de citoyen là-dedans, et je présuppose que le conseil d'administration et l'adresse de la société se trouvent dans les locaux et je dirais sous la direction de gens qui travaillent pour le compte de Luminus. Moi, j'appelle pas ça une coopérative citoyenne. Actuellement, il y a 16 coopératives citoyennes qui existent en Belgique, qui ont été reconnues et qui sont rassemblées dans la coopérative qui s'appelle Resco. Alors, moi, je voudrais bien que, si on parle de coopérative citoyenne, à ce moment-là, c'est vous qui deviez proposer aux gens ou à Resco de pouvoir investir dans une des éoliennes que vous proposez ici. À ce moment-là, je trouve que le projet serait tout à fait valable. Mais si c'est LumiWind qui est une fausse coopérative qui se croit citoyenne, pour moi, ça ne me va pas du tout. Ben voilà, ce genre d'échange citoyen, ça sert aussi à ça. Vous proposez une solution s'agissant d'investissement coopératif. Monsieur vous dit, tiens, moi je suis pas d'accord avec ce mode de fonctionnement-là, il proposerait plutôt une coopérative davantage citoyenne et locale. Est-ce que vous êtes ouvert, posons la question clairement, à cette possibilité d'intégrer une autre coopérative que celle que vous proposez? Donc, avant de répondre à cette question qui sera affirmative, j'aimerais juste corriger quelque chose. Donc, on utilise le terme coopérative parce que ça a été justement défendu et on correspond bien aux critères pour utiliser une coopérative. Donc, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas juriste, etc. Mais il y a bien une commission qui vérifie bien qu'une coopérative qui s'appelle coopérative est réellement une coopérative. Et c'est le cas ici pour LumiWind. Aujourd'hui, on propose cette solution-là. Évidemment, on est ouvert à discuter avec les riverains s'ils veulent se mettre sous forme de coopérative. C'est des choses qu'on a déjà faites à plusieurs reprises. Celle qui me vient en tête, c'est par exemple à Fernelmont, la coopérative Champ d'énergie, qui nous a accompagnés pendant le développement. Et sur 4 éoliennes du projet, on a une qui appartient à 100% à Champ d'énergie. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Et on sera heureux de vous écouter et de voir vos propositions que vous mettez sur la table, pour pouvoir justement réaliser un projet ensemble tel que celui présenté ce soir. Allez, restons sur quelque chose d'extrêmement positif. Monsieur propose une alternative, c'est une discussion avec des coopératives locales, mais voilà, on vous répond favorablement, à vous de jouer. Ok? Merci, messieurs. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Pascal Gobot, Coulis de pêche. On ne tourne pas vers le choix de lieux plutôt sites industriels ou le long d'autoroutes ou de contournements, et pourquoi à nouveau déboiser un espace vert et respecter les conditions établies sur le choix de vos implantations, telles que l'éloignement des personnes, le respect de la faune, etc. Il faut savoir que apparemment le propriétaire du bois avait déjà fait des accords, parce qu'en fait la déforestation, elle s'est déjà faite pour la moitié de ce bois. Et il a replanté uniquement des sapins. Alors qu'il y avait des chênes, il y avait tout des... On est passé, nous, la rue au Brûlis, on a crié au secours, il n'y a jamais eu personne. Donc, en fait, en juillet, vous avez fait un toute boîte, avec le site, il était présenté comme ceci. Et aujourd'hui, vous présentez... ceci, il y a déjà une différence. Donc finalement, à la fin, on aura quoi? Ok, on va essayer d'être factuel et constructif. La question que monsieur se posait, c'était finalement pourquoi un projet de 6 machines en forêt, alors qu'il existe, dit-il, des sites plus pertinents comme bordure d'autoroute, sites industriels, etc. Pourquoi venir avec un projet à cet endroit-là, en particulier dans cette configuration-là? Alors, par rapport aux sites industriels et aux autoroutes, on envisage aussi ces sites-là. Ça, c'est clair. Maintenant, voilà. Plus près de la bouche, Benjamin. Pardon. Donc, je disais,
par rapport au bord des autoroutes et aux sites industriels, on envisage aussi ces possibilités-là. D'ailleurs, c'est le cas dans beaucoup de nos développements. Maintenant, si on veut tenir un petit peu aux objectifs en électricité renouvelable de l'Europe ou de la Belgique ou de la Wallonie, il faut envisager un peu tous les cas de figure possibles. Alors ce site, on l'a choisi parce que il y a quand même une grosse densité de résineux, oui. Alors la manière dont c'est exploité, ben ça, voilà, je veux dire, c'est un site d'exploitation, c'est exploité avant qu'on arrive. Mais aujourd'hui, du coup, nous, on a l'impression, et c'est l'étude d'incidence qui nous le dira, que par rapport à une zone où il y a plus de feuillus, on est, en termes de biodiversité, un peu moins, la biodiversité est un peu moins élevée ici. Et c'est pour ça qu'on envisage plutôt ce site-ci. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Ça, c'est l'étude d'incidence, en fait, qui va nous le dire, avec les relevés oiseaux, avec tous les relevés sur place, qu'il va y avoir dans le cadre de l'étude d'incidence. Si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, en fait, c'est une demande de permis unique, mais c'est un site industriel. Donc ne l'oublions pas. Ce qu'il faut préciser peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas le cheminement d'un projet comme ça, Madame a raison. Si on est ici dans le cadre d'une réunion d'information préalable du public, c'est parce que le demandeur demande un permis classe 1, un permis de catégorie industrielle. En effet, il s'agit bien, disons-le clairement, d'un site d'exploitation industrielle. Oui, clairement, c'est écrit dessus. Madame dit qu'il n'a rien à voir dans un bois, mais le cadre évolue, la législation évolue et il est permis maintenant de développer en forêt. J'ai bien été voir, à l'Aquatup, article 24 à 41, on parle qu'en zone forestière, elle est inapte à la construction industrielle. Voilà. Monsieur O'Toole, aidez-nous à comprendre le cadre juridique ou... Oui, monsieur Kader, oui. Oui, pardon. Donc vous avez raison, sur ce bois-ci, en fait, nous allons demander une dérogation pour installer une éolienne. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le Quatup, en fait, a été remplacé par le code d'été. C'est le code pour l'urbanisme, en fait, a été remplacé par le code d'été qui existe depuis 2 ans. Et depuis ces 2 ans, à peu près, quelque chose comme ça, il permet à certains endroits de mettre des éoliennes sans déroger. Donc la zone forestière, il y a des zones où on doit déroger pour demander un permis, il y en a d'autres où on ne doit pas déroger. Ici, on est dans le cas de figure où on déroge. On a fait disparaître tous les feuillus pour maintenant planter du sapin pour vous permettre de venir implanter des éoliennes. J'avais pas compris les choses comme ça tout à l'heure, mais voilà, c'est ce que Madame dit. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Mais voilà, vous pouvez réagir ou pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez infirmer, confirmer? En toute honnêteté, non, ce n'est pas vrai. Enfin, en tout cas, de la position du Luminus, non. Est-ce que le propriétaire a fait ça? Je n'en ai aucune idée. Non, on n'est pas à l'origine du déboisement et du choix de mettre des pins là où il y avait des chênes avant. Ça, on n'a rien à voir avec cette décision et de ce qu'on va raconter. Très bien. Question suivante, si vous voulez bien. J'ai vu votre main, monsieur, je viendrai un petit peu plus tard. Monsieur Gillet, Paul Gillet, Lessard, pourquoi toujours parler d'éoliennes et on ne parle jamais de panneaux photovoltaïques? Je rentre d'Allemagne, je vais fréquemment, et il y en a, croyez-moi, des hectares et des hectares. Les panneaux photovoltaïques sont quand même en forêt, ne seraient pas visibles comme les éoliennes, donc respecteraient beaucoup plus la nature. Proposer des solutions, des alternatives. Monsieur propose par exemple de remplacer des éoliennes par des champs ou des installations plus industrielles de panneaux photovoltaïques. Est-ce que c'est jouable, étudiable, même en forêt? Alors en fait, il faut savoir que l'idée un peu, c'est de combiner les deux, parce que chacune de ces deux énergies a ses avantages. Par exemple, le photovoltaïque, il va plutôt fonctionner en été, on aura beaucoup plus d'énergie photovoltaïque. L'éolien, il y aura plutôt du vent en hiver. Donc, en termes de production d'électricité, c'est plutôt des énergies qu'il faut combiner pour avoir un maximum d'énergie renouvelable, un maximum de temps. Après, sur le fait de mettre ça plutôt en forêt, chacune de ces deux énergies a ses avantages. L'avantage de l'éolien, c'est qu'au sol, ça prend moins de place qu'un champ photovoltaïque. Maintenant, le désavantage, ça c'est sûr, c'est qu'une éolienne, c'est haut et ça se voit de loin. Donc, il faut
un peu faire la balance entre les deux. Et surtout, comme je disais avant, allez, si on veut produire un maximum d'énergie renouvelable, un maximum de temps, il faut combiner les différents moyens qui existent, donc l'hydraulique, le photovoltaïque, l'éolien, et pourquoi pas la biomasse. Et il faut vraiment essayer de se diversifier. Merci. Oui, je voulais répondre à Serge Fetter à nouveau. Madame a soulevé une problématique. J'ignore exactement ce qu'il en est, mais en ce qui concerne le bureau d'études, il est très facile pour lui de vérifier dans le détail. Je lui demanderai d'avoir un soin particulier sur l'évolution des milieux sur lesquels on va placer ces éoliennes en fonction des cartes historiques. Et nous aurons la réponse pour savoir s'il y avait du feuillu, si on a affaire à des morceaux de forêt qui sont des forêts anciennes, dont le sol constitue un patrimoine. Donc c'est relativement simple, mais effectivement, le bureau d'études devrait vérifier ça avec beaucoup de détails. L'avantage d'une soirée comme celle-ci, c'est que ce qui vient d'être demandé est enregistré, dressé au procès verbal. C'est une demande qui vous est directement adressée, M. O'Toole, pour le bureau CSD. OK, avec ça, vous pouvez vous engager à étudier, en tout cas, répondre à monsieur? Oui, tout à fait. On analyse de toute façon d'office cet aspect-là. Très bien, c'est demandé, c'est acquis. Mademoiselle, ou madame. Lorsque vous nous avez envoyé un avis à la population Baharaja, en nous disant que votre projet s'inscrit dans le cadre de la politique européenne, nationale et régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cependant l'homme tient à réduire celui-ci à cause du réchauffement climatique, mais la déforestation a un double effet négatif sur le réchauffement climatique. Premièrement, car l'arbre qui convertit le CO2 en oxygène disparaît, et deuxièmement, le sol libère beaucoup de carbone dans les zones où les arbres sont abattus. Pourquoi prétendre réduire les gaz à effet de serre en sachant que 20% de celui-ci est dû à la déforestation? Cette déforestation est à la fois une cause et une conséquence du changement climatique. Ben voilà, c'est un avis, ça. C'est plus un avis qu'une question, mais ce qu'il est question dans l'intervention de la demoiselle, c'est plus la question de la déforestation. C'est ça comme étant un problème que vous amenez, alors qu'en fait l'idée c'est plutôt de reforester si on peut. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette jeune fille? Vous partez en fait de l'hypothèse qu'en mettant une éolienne, on va produire plus de CO2 que si on ne l'avait pas mis en fait. Donc en fait, dans l'étude d'incidence, il y a une étude, il y a un paragraphe entier, un chapitre entier qui parle justement de qu'est-ce qu'on va émettre en termes de CO2 pendant le chantier, etc. par la déforestation, qu'est-ce qu'on va empêcher, on va dire, comme gain de CO2 avec la forêt. Et en contrepartie, en fait, on va dire, grâce à l'éolienne, on va réduire l'impact en produisant de l'énergie verte, en fait, et donc avoir une production d'électricité à bas niveau carbone, comparé au mix énergétique belge, qui est plus élevé. Donc c'est vraiment un bilan, il y a des plus d'un côté, il y a des moins de l'autre, et au bilan, le bilan est positif. Et donc ça, c'est ce que répondra le chapitre, enfin, sauf si je m'étonnerais, mais pour l'instant, ça a toujours été dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Et je permets aussi d'ajouter que nous, en tant qu'auteurs d'études d'incidence sur l'environnement, notre but est vraiment aussi de minimiser l'impact du projet sur l'environnement. Donc on fait toute une série de recommandations, notamment en termes d'abattage d'arbres. On regarde lorsque le projet et le convoi arrivent sur le site, pour minimiser vraiment au maximum le nombre d'arbres abattus au niveau du projet. Ok, en tout cas, une attention particulière est demandée en ce sens par cette jeune fille. Et merci pour vos réponses, messieurs. Oui. J'ai une question. Votre nom d'abord. Christophe Delire, excusez-moi. J'ai une question pour Monsieur O'Toole concernant un mât, puisque si j'ai bien compris, l'étude d'incidence n'a pas débuté. Et donc ma question, c'est à quoi a servi le mât qui a été planté sur le site l'année dernière et qui est resté pendant tout un temps? Je pensais que c'était un mât de mesure. Alors c'est une bonne question. Qu'est-ce qui était ce mât fondamentalement? Oui, tout à fait. Donc l'étude d'incidence en tant que telle, la rédaction de l'étude n'a pas encore commencé, mais par contre il y a toute une série de prestations qui sont réalisées au préalable. Donc notamment tout ce qui est relevé biologique, et en l'occurrence ici, le mât de mesure qui a été placé pour faire des relevés en altitude des chauves-souris qui sont présentes au niveau du projet. Donc le mât qui était sur le site a vraiment été érigé pour nos études biologiques, principalement pour les chauves-souris. Donc vous avez déjà des réponses?
Alors non, parce que en fait, si vous voulez, ce mal-mesure, donc ça contient des ultrasons de chauve-souris, et ces ultrasons, ces données de chauve-souris sont en cours d'analyse chez nous. Donc en fait, si vous voulez, on récolte tout d'un coup, et au bout d'un moment, on passe tout, on va dire, à la moulinette, et donc on analyse toutes les données d'un coup pour la réalisation de l'étude d'incidence. Mais à ce jour, les données n'ont pas encore été complètement analysées. Merci monsieur pour votre question, merci monsieur O'Toole pour la réponse. Madame, bonsoir, votre nom? Françoise Mathieu. Voilà, j'ai apprécié votre remarque que l'avenir était dans les panneaux solaires et l'éolien. Donc ne pensez-vous pas que nous sommes tous en train de perdre notre temps, vous, votre énergie, à vouloir faire de petits projets qui sont handicapants pour notre tourisme, pour notre sol, pour l'histoire de notre forêt, puisque tout se passe dans le sol. Enfin, tout ce qui a été dit ici, bien le reflet de ce que vous allez probablement, et j'espère que nous, réaliser. Donc ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'étudier une cartographie où vous pourriez mettre les panneaux solaires et les éoliens? Parce qu'un paysage d'éolien, je trouve ça esthétique, comme monsieur a dit, quand on traverse l'Allemagne, on voit que ce sont des beaux projets, bien étudiés. Ici, pour moi, on fait du piquetage de paysages qui ne seront jamais exploités à longue haleine, qui seront laissés tomber, parce qu'un jour ou l'autre, je l'espère, au Parlement, on aura une cartographie des zones où on pourra mettre quelques kilomètres de surface de panneaux solaires et des centaines d'éoliennes, comme on peut d'ores et déjà rencontrer dans divers pays d'Europe et à l'extérieur. Par exemple, le Maroc est vraiment avant-gardiste par rapport à ça. Voilà, alors s'il vous plaît, avançons vers l'avenir, surtout vous en tant que jeunes. Voilà, moi je m'ai perdue à travailler dans ce sens-là, et pas ce que vous êtes en train de faire, pour moi c'est minable. Ah, la conclusion est sèche. La conclusion est sèche, je ne m'attendais pas à celle-là. Mais voilà, peut-être que dans votre intervention, madame, dans votre question, il y a aussi la réponse. Vous avez dit la cartographie, le cadre, etc. Il faut quand même expliquer que si ces messieurs sont là aujourd'hui, c'est parce que la région wallonne leur permet d'être là, d'une manière directe ou indirecte. La cartographie, c'est du ressort de la région. Et donc, une partie de la solution que vous évoquez, elle est politique, et les politiques régionales, et les politiques régionales wallonnes. Je ne sais pas ce que vous voulez ajouter, monsieur... Non. Et madame est parlementaire, je précise. Voilà, c'est en ça qu'on travaille pour le moment au Parlement. On va dans ce sens-là. Donc je veux dire, ne vous excitez pas trop sur vos petits projets qui ennuient tout le monde. Ok, je prends bien note de votre réflexion. Au niveau de la cartographie, elle a déjà été faite plusieurs reprises en fait à l'échelle de la Belgique. Au niveau de l'éolien, c'était un projet qui a été abandonné après parce que ça fait quelques débats. Mais nous, on a aussi on fait aussi le même exercice en interne. On a un logiciel de cartographie au niveau du pays. Donc évidemment, vous parlez des projets au Maroc, etc. La géographie belge ne permet pas, notamment à cause de sa densité en fait de population, et comme il y a la règle de ne pas mettre une éolienne à 20 mètres d'une habitation, il est impossible en Wallonie de faire des projets de 50 éoliennes, de 100 éoliennes à un unique endroit, et pour, comme vous le citez, et n'embêter qu'une seule partie de la population, là où il y a ces 200 ou 1000 éoliennes. Aujourd'hui, la géographie de la Belgique ne nous permet pas. C'est pour ça qu'on va sur des petits et des moyens projets. Ok, on a bien compris, mais c'est vous qui avez aussi une partie de la réponse en main, au niveau de la région, au niveau du Parlement. Mais je vais quand même vous prendre la parole parce que vous insistez, mais voilà. En quoi on travaille justement, c'est pour officialiser une cartographie de nos parcs éoliens. S'il n'y a pas possibilité, nous ferons les panneaux solaires en Belgique, en Wallonie, et nous ferons les éoliennes en offshore, en Flandre. Ok, ben voilà, c'est l'avis de madame. On a acté, on a enregistré au procès verbal. Monsieur, votre nom? Boudou Jean-Luc, Bouli de Pêche, voilà. Ça fait plus de 12 ans ici que j'habite par ici, et je suis venu ici parce que j'étais entouré de bois. Maintenant, je vois qu'il y a 6 éoliennes, enfin, qu'il pourrait y avoir 6 éoliennes, et je me demande, pour finir, si je ne serais pas entouré d'éoliennes. Parce que 6, c'est peut-être ça, mais dans 10 ans, peut-être 12, 15, 20. Qu'est-ce qu'on sait de la zone aujourd'hui? C'est vrai que vous êtes un promoteur, un développeur qui venait avec un projet de 6 machines. Est-ce que vous savez déjà que la zone peut contenir plus?
Est-ce que tout autour, il peut y en avoir d'autres? Est-ce qu'il existe d'autres projets tout autour, etc.? Vous pouvez rassurer monsieur, peut-être? Alors, en fait, comme disait madame tout à l'heure, chaque promoteur arrive avec les zones que lui a repérées et qui pour lui sont idéales pour faire un projet éolien. Alors nous, finalement, on préférait aussi avoir une carte où on nous dit mettez des éoliennes là, vous êtes sûr de les avoir, ça coûterait moins cher que de développer des projets pour essayer d'avoir une autorisation pour, quand même souvent il faut le dire, ne pas l'avoir. On préférait avoir des zones bien définies où on a plus de chances de réussir nos projets. Pour Couva, c'est le cas comme dans beaucoup de zones aujourd'hui, donc c'est une commune qui est assez peu finalement comparée à d'autres zones densément peuplées. Il y a des grandes étendues et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a pas mal de projets. Donc chaque développeur va faire une étude d'incidence parce qu'il pense que son projet a du potentiel, la faire étudier par un bureau d'études, déposer une demande de permis unique et en fait c'est la région wallonne qui va devoir trancher, qui va devoir dire pour nous ce projet-là est meilleur, celui-là ne vaut pas le coup et dans leurs critères il y a les critères d'encerclement et c'est vraiment eux qui ont les clés en main et qui vont choisir à la fin lesquels des projets seront construits ou ne le seront pas simplement. Oui, est-ce qu'on pourrait savoir maintenant, vous êtes là, est-ce qu'on pourrait savoir maintenant où est-ce qu'on pourrait en mettre des autres? Mais en fait, on peut peut-être répondre à la question de manière encore plus directe. L'étude d'incidence doit envisager ce projet, mais tous les projets qui sont, si je ne me trompe, déposés, pour lesquels il y a déjà, je dirais, un process. En cours d'étude également, les projets, les parcs éoliens existants et autorisés. Et donc pour information également, dans l'étude d'incidence, on étudie les possibilités d'extension du parc ultérieur. C'est-à-dire, voilà, si on a un projet de 6 éoliennes et finalement qu'il y a 6 éoliennes qui sont construites, est-ce qu'il y a encore de la place à proximité immédiate du projet? Donc je pense par exemple à la zone au sud ou à la zone à l'est. Est-ce que c'est possible d'ajouter des éoliennes en plus des 6 éoliennes ici en projet, quoi? Ok, donc vous envisagez le plus potentiel, mais vous pouvez aussi envisager le moins. Ici, c'est un projet, vous l'avez présenté comme ça, monsieur Mathurin, qui maximalise l'utilisation de la surface. Donc ça veut dire quoi? C'est clairement aujourd'hui 6 machines maximum, et il est impossible d'en mettre d'autres, mais c'est maximum. Aujourd'hui, on présente un projet de maximum 6 éoliennes, ça veut dire qu'on ne peut pas déposer une demande pour plus d'éoliennes quand on fera une demande de permis unique. Dans 20 ans, peut-être que les lois auront changé, peut-être que, je ne sais pas, les technologies auront changé, peut-être que, oui, je ne sais pas ce qu'il y aura dans 20 ans, mais aujourd'hui, on fait une demande pour un maximum de 6 éoliennes, ça veut dire que nous, notre projet, il aura un maximum de 6 éoliennes avec une hauteur maximum de 200 mètres, et ça, c'est maximaliste, en fait. Ok, et l'étude d'incidence, retenez, monsieur, vous aurez une photographie un peu plus large de ce projet au milieu de potentiels autres projets qui sont actuellement déposés ou en cours d'instruction. Madame. Oui, bonsoir, Lison Chantal, j'habite aussi à Brûlis de Pêche. Comme vient de dire monsieur ici, on dit pas de projet pour l'instant, on est là. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la faune. Moi, la faune, vous mettez des éoliennes, c'est très bien, hein, mais la faune, elle va aller où? Dites-le moi, parce qu'autour des éoliennes, elles iront plus. Les chasseurs vont chasser où? Moi, ce que j'adore, j'adore voir les sangliers passer derrière chez moi. J'adore voir les brocards passer chez moi, donc les chevreuils. Il y a des renards qui passent, il y a des écureuils, il y a des busards qui passent. Eh ben, tout ça va foutre le camp grâce à vos éoliennes. Je ne suis pas contre les éoliennes, mais pas dans les bois. Ah, je pensais que vous alliez dire je ne suis pas contre les éoliennes, mais je ne suis pas non plus pour. Mais dans les bois, on comprend bien. Par contre, peut-être rassurer madame, s'il y a bien un chapitre qui fait l'objet d'une attention particulière, c'est bien un chapitre faune, hein, clairement, oui, je crois. Tout à fait, en effet. On étudie bien vraiment l'impact du projet sur les différentes espèces qui fréquentent le site. Donc ça s'adresse aussi bien aux oiseaux, aux chauves-souris, mais aussi aux mammifères, comme le chevreuil, donc le sanglier ou quoi que ce soit. Et donc peut-être pour vous rassurer un petit peu, donc les éoliennes ont en effet des effets d'effarouchement sur certaines espèces. Mais par exemple, si on prend le chevreuil, clairement, le chevreuil n'est pas une espèce, par exemple, effarouchée par les éoliennes. On a déjà plusieurs expériences ici en Belgique où on va au pied d'une éolienne et on voit clairement des chevreuils qui se déplacent sous l'éolienne sans aucun problème. Mais donc ça, c'est de la littérature scientifique. On creuse ces différents aspects dans l'étude d'incidence sur l'environnement et sur base de nos expériences aussi sur le terrain. Et donc ça nous permet de répondre
Donc finalement, si certaines espèces sont effarouchées par les éoliennes ou non, et si elles vont quitter le site du projet, si les éoliennes sont finalement construites ou pas. Oui, Vaudard, Jean-Louis. Une partie de votre projet dont on n'avait pas abordé, c'est le raccordement au réseau électrique. Parce qu'il faut savoir, ici nous sommes dans une région en bout de ligne moyenne haute tension. Il faut savoir ça. La plus proche sous-station, elle est à l'entrée de Couvain, côté Efrane. C'est-à-dire que le réseau par ici n'est pas du tout adapté pour une réinjection massive d'électricité d'origine éolienne. Qui va financer le raccordement au réseau, parce que vous devez aller trouver une sous-station? Qui va payer ça? Parce que c'est encore une augmentation du coût, et ça a aussi un impact sur l'écologie, parce que ça signifie trancher, pose de câbles, etc., jusqu'à Couvain. Ça, vous n'en parlez pas non plus. Ok, qu'est-ce que vous savez aujourd'hui de la question du raccordement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont claires ou qui sont encore à envisager? Alors, pour la première question, l'étude doit être faite avec le gestionnaire de réseau. Donc on doit le contacter et lui demander. Il ne nous a pas encore répondu avec une étude claire. Le coût est financé 100% par Luminus, donc c'est pas le citoyen qui paye le raccordement. Et pour les impacts au niveau justement, il faut bien passer un câble, c'est un câble qui est souterrain, donc c'est pas un câble aérien évidemment. Et justement, l'étude d'incidence du parc éolien va aussi étudier justement l'impact de ce tracé de câble jusqu'au poste du gestionnaire de réseau en fait. Donc tout ça est étudié dans l'étude d'incidence et aucun coût pour le citoyen. Ok, merci. Donc Véronique de Grève, de nouveau. En fait, quand Chantal demande s'il y aura d'autres demandes d'éoliennes, Luminus a fait peut-être la demande pour 6 éoliennes, mais à partir du moment où ce sera accepté, d'autres sociétés sont déjà là prêtes à demander. Il n'y a qu'à voir sur le zoning de Belleux. Tous les zonings commencent avec 4-5 éoliennes et ensuite ça s'agrandit. Pas très optimiste, madame. Pas de son point de vue, hein. Mais donc voilà, on a déjà répondu à cette question. Luminus est représenté ce soir avec ce projet-là. Et en effet, peut-être que sur le territoire, d'autres développeurs vont arriver ou sont déjà là avec des projets. Mais ça, l'étude d'incidence va peut-être fixer de manière plus précise la photographie du cadre. Voilà. Mais on retient que vous n'êtes pas très optimiste par rapport à l'avenir, madame. Monsieur. Claude Maldag, il y a eu beaucoup d'excellentes idées. Par contre, je pense que, comme la commune de Couvain est partie prenante dans cette situation, il faudrait exiger des responsables qu'ils donnent un maximum d'informations sur toutes les éoliennes en devenir et demander aux citoyens combien d'éoliennes on pourrait implanter au maximum sur le territoire. Parce que le danger, c'est que si chacun vient mettre vous 6, l'autre 6, l'autre 4, l'autre, on va les mettre où? Donc là, c'est le premier point. Je pense qu'il faut exiger des mandataires publics de nous dire exactement combien ils pensent en mettre sur le territoire et que nous puissions donner notre avis. Ça, c'est un... Attendez, juste un point, monsieur, parce que c'est peut-être important de ne pas enchaîner les questions trop vite. Vous dites que la commune dise combien d'éoliennes elle veut sur son territoire. Je pense que c'est pas dans ce sens-là que ça va. C'est la commune qui est d'abord sollicitée par des développeurs, puis ensuite elle donne un avis. Et cet avis, c'est un avis parmi d'autres, mais c'est la région qui décide à la fin. Mais si les mandataires communaux fixent un maximum, ils ne feront pas de demande de la région Wallonne. Ok. C'est très bien de parler d'incidence, et on est dans une situation où on a besoin absolument d'avoir de l'énergie verte ou d'origine fossile, mais il faut trouver un compromis entre je déforeste, je creuse, etc. Moi je pense qu'il faut, dans tous les cas, imposer un cahier des charges très très précis sur comment on va faire les travaux, quelles sont les incidences par rapport au sol, au sous-sol, etc. Mais aussi comment on va remettre en état la zone dans une situation maximaliste par rapport à son origine. Et comme j'entendais dire, c'est un point qui me dérange un peu, mais on a déjà démoli la forêt pour mettre des sapins. Mais il faudrait exiger de Luminus, je suis désolé, mais c'est comme ça, de remettre après la forêt primaire, puisqu'on la connaît. Ça, c'est fondamental, parce que c'est très bien de dire les chevreuils, ils peuvent mal, et puis bon, s'il y en a 2 qui disparaissent, c'est pas grave, mais je pense que si on ne remet pas la forêt primaire, si on ne remet pas des bois, des arbustes, etc., autour de l'implantation, on a des zones neutres où rien n'y vit. Si, les rats et les souris, parce qu'il n'y a plus de prédateurs. Ça, c'est fondamental.
Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il est possible d'exiger, de manière conditionnelle, l'octroi du permis, par exemple, parce qu'une autorité pourrait vous obliger, au terme de l'exploitation, à remettre en état, et en état, c'est-à-dire c'est juste avant que vous n'arriviez. C'est quelque chose qui est envisageable, qui est souvent demandé, c'est possible? En fait, quand on reçoit un permis unique, il y a des conditions dedans, et il faut savoir que donc, nous, on a un parc éolien à Lierneux, en forêt, donc le seul en Wallonie pour le moment, et ces conditions, elles sont très strictes. Donc, ils ont vraiment des conditions pour remettre dans l'état dans lequel les terrains étaient avant le projet. Par contre, pour ce qui est de l'exploitation, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on a un projet? On va peut-être faire des mesures de compensation, ça dépend de ce que va nous recommander le bureau d'études comme mesure de compensation, mais on ne peut pas non plus imposer à des gens, si ce n'est pas des forêts publiques, de planter, certains types d'arbres. Ce sont des forêts privées, et les forêts privées, ce sont les gestionnaires privés qui les gèrent. Quoi. Très bien. Monsieur, votre nom? Baha Saïd, je voudrais donner mon point de vue, c'est-à-dire tout le monde parle maintenant ces dernières minutes comme si tout le monde était d'accord. Moi je dis un non, un grand non aux éoliennes à Brûlis de Pêche. Premièrement, ce n'est pas le lieu d'abattre des arbres pour faire des éoliennes. Brûlis de Pêche a besoin de beaucoup de choses. Et surtout pas ça, on n'a aucun transport en commun, on n'est pas servi ni en 3G, ni en 2G, ni en 4G. Internet, il n'a aucun opérateur, on n'a pas du tout le choix. Et pour l'éolienne, on parle de réduire l'émission d'effets de serre pour l'écologie. Je parle dans mon cas, j'ai mis des panneaux photovoltaïques, j'ai injecté 4000 kW qu'on m'a volé, parce qu'il n'y a aucun, ni le gestionnaire des réseaux, Séverine, n'a voulu payer, ni Eneco. Aucun. C'est envolé. Je retourne le compteur à l'envers, mais c'est perdu, quoi. On me dit que c'est perdu. Et alors, pourquoi est-ce que vous venez mettre ça, alors que moi-même, je produis de l'électricité? Je n'ai pas besoin de vos éoliennes qui viennent perturber ma vue. Tout le monde, mais c'est pour la nature et pour leur portefeuille. Mais vous, c'est quoi? C'est pour avoir une facture en plus. Pourquoi est-ce que le soleil, c'est pour tout le monde, le vent est pour tout le monde, c'est gratuit. Pourquoi est-ce qu'on n'aide pas les gens à être autonomes? Les panneaux photovoltaïques, on a investi, on nous a rapporté 5 ans de certificat vert. Et maintenant, on va payer une taxe. Vous voyez le piège que l'État belge nous fait. Et ne tiennent aucune parole. Moi, je dis non aux éoliennes. Non. Au moins c'est clair, net et précis. Je ne sais pas si vous avez envie de répondre à ça. On a déjà pas mal débattu de la nécessité du mix énergétique, etc. et de vos points de vue. Voilà, c'est une opposition de points de vue. Ils sont là pour développer un projet. Vous vous rendez bien compte qu'on ne va pas pouvoir vous mettre d'accord sur un fossé aussi important d'un point de vue et puis d'un autre, quoi. Ok, monsieur. Voilà, Bernard Gilson, et je suis en charge de l'éolien à Couvin. Je voudrais simplement signaler que la commune a toujours joué la transparence au niveau des projets éoliens. Je m'en suis déjà expliqué il y a quelque temps sur Canal C. Actuellement, il y a 5 projets éoliens sur Couvin. Il y a un projet qui a été recalé, c'est le projet le long du contournement, qui semble-t-il réapparaîtrait dans les mois qui viennent sous une autre forme. Il y a les 2 projets qui sont actuellement sur les rails, celui de Luminus pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Il y a également le projet Aspiravi, donc la séance d'information a déjà eu lieu il y a quelques mois. Et il y a actuellement 2 autres projets dont je ne peux pas parler parce qu'ils n'ont pas encore été déposés, mais encore 2 projets éoliens sur Couvin. Donc ça fait un total de 5. Ok, mais je pense qu'en effet, c'est peut-être important d'entendre ce qui vient d'être dit. On n'a pas les précisions par rapport... J'arrive, monsieur. On n'a pas les précisions par rapport à tous les projets, mais entendez qu'il y en a 5 aujourd'hui. C'est ce qui vous sera confirmé, j'imagine, dans le cadre de l'étude d'incidence. Mais voilà, au moins c'est clair. Oui. Donc, je suis Claudine Noiret, je viens des finances de la ville de Couvin. Je suis très content
Et j'espère que l'avenir pourra encore avoir ce genre de débat démocratique, parce qu'aujourd'hui on a encore la chance de pouvoir s'exprimer. J'espère que ça durera encore très longtemps et qu'un jour on ne viendra pas nous imposer les choses et qu'on n'aura plus rien à dire. Voilà. C'est vrai que je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Deschevin un instant. Le cadre de développement de projet pour un opérateur régional agissant en Wallonie n'est pas simple. Il y a beaucoup de projets qui sont déposés, il y en a très peu qui sont acceptés, et on est une des seules régions, je pense, au monde à avoir cette obligation de débat public préalable très tôt dans le processus de développement d'un projet au moment du lancement d'études d'incidence sur l'environnement. Alors c'est pas de la figuration, parce que le citoyen en Wallonie, il a beaucoup de pouvoir. Il est même venu à bout d'un certain nombre de projets, il a eu la tête d'un certain nombre de projets. Il y a toujours eu débat démocratique, donc en effet, il faut aussi voir la chance que vous avez. C'est pas du tout comme ça en Flandre, le cadre n'est pas du tout le même en Flandre, et il n'est même pas du tout comme ça dans d'autres pays. Je vais aller vers monsieur, sinon il va s'énerver. Oui, ben ça tombe bien, parce que ce que j'ai à dire est un peu en réponse à ce que je viens d'entendre de la part des autorités communales. Photovoltaïque dans les forêts, etc. J'aimerais bien rappeler à tout le monde, rien ne nous oblige à produire du courant dans l'entité de Couvain. Si la seule raison de le faire, c'est de faire de l'argent pour les promoteurs essentiellement, de l'argent pour les propriétaires des terrains et de l'argent pour la commune. C'est la seule et unique raison valable. Nous ne risquerons pas de manquer d'électricité et il n'est pas nécessaire, comme monsieur Fetter, de culpabiliser le consommateur en lui parlant de son frigo. Une fois de plus, le grand consommateur, c'est l'industrie. Et deuxièmement, on pourrait estimer que c'est une position un peu égoïste, mais il faut tenir compte de la qualité de nos paysages, de la qualité de notre nature, qui justifie plus qu'ailleurs de refuser ce type de projet. Et par ailleurs, si vous estimez que cette position est égoïste, j'aimerais vous rappeler tout de même que nous vivons dans le dangereux voisinage d'une centrale nucléaire qui représente 5000 de vos éoliennes. Alors, franchement, quand on a déjà ça à côté de chez soi, on pourrait se dispenser de massacrer les paysages comme on l'a fait dans la Calestienne. Ok, merci monsieur. Oui, Delphore Gelmont qui dessert. C'est pas vraiment un avis que je vais émettre. Je vais plutôt essayer de faire une petite synthèse de ce qui a été dit. Bon, c'est vrai que les éoliennes peuvent paraître importantes ou pas, suivant les avis. Il faut bien s'imaginer que bon, c'est pas un projet pour 2 ans. Si vous croyez que dans 25 ans, les centrales nucléaires tourneront encore, là vous êtes dans l'erreur. Dire que l'éolien coûte cher, sans doute, mais les centrales nucléaires coûtent très cher aussi. Alors la faune, la flore, bon ça c'est d'accord, c'est important, il faut en tenir compte. On a parlé aussi du tourisme. Bon d'accord, c'est une région touristique. Mais entre Brûlis-de-Pêche et l'entrée de Cudessart, vous savez, moi j'habite Cudessart, des touristes je n'en vois pas énormément. À mon avis, ils s'arrêtent à Brûlis-de-Pêche pour l'abri, et puis ils s'en vont, et là c'est réignoré, nous sommes en France. Donc cet argument-là, à mon avis, ne tient pas tellement la route. On a parlé des panneaux photovoltaïques. C'est vrai que c'est intéressant. Il faut bien se rendre compte que si vous voulez faire un champ de panneaux photovoltaïques, il va falloir déboiser beaucoup plus que pour installer ces éoliennes. Et si le projet avait été présenté comme il faut au fédéral, pour les gens qui ont émis des panneaux et qui ont dépensé des sous, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, on n'en serait pas arrivé où on en est maintenant. Ça c'est une erreur, à mon avis, c'était une grave erreur, la présentation comme ça a été fait. Je ne citerai pas le parti qui l'a présenté, vous le savez très bien. Ouais, mais si on ne pouvait pas faire de politique aujourd'hui et juste constructif, bah oui, je sais bien. Allez. Ouais. Voilà, je pense que j'ai dit ce que je pensais. Bon, il faut pas voir ça négativement. Il y aura de toute façon des gens qui seront pour, il y a des gens qui seront contre. Mais il faut aller de l'avant et qui n'avance recule, parce que bon, il faut penser aussi aux générations qui vont venir. Et l'électricité, il en faudra toujours. Monsieur vient de parler qu'il y a des centrales nucléaires, si on préfère acheter l'électricité en France, ou la payer peut-être plus cher que ce que ça coûte en Belgique, ça c'est un autre problème. Moi je crois qu'il faut des solutions de remplacement, et ça peut être une solution. Ok,
écouté avec autant de respect. Je pense que c'est important ce soir. On arrive déjà à 9h moins le quart, dans les quelques dernières minutes. Je vois bien qu'il y a une volonté de mot de la fin vers le milieu, donc je vous la donnerai sans aucun problème. Qui souhaitait prendre encore la parole, simplement que je puisse voir? Oui, monsieur. Il faut savoir, Pierre Fivet de La Forestière, il faut savoir que notre électricité est achetée en France. C'est-à-dire que ce que nous consommons ici à Brûlis-de-Pêche, c'est de l'électricité française, qui entre nous est achetée en France, mais est quand même taxée par la région wallonne, d'une façon un peu illégale d'ailleurs, c'est un autre débat, enfin bon. Donc de toute façon, ce qu'on reçoit, c'est de l'électricité provenant de la centrale, notamment de Chaux. Merci pour cette précision. Mademoiselle. Raja, de Brûlis-de-Pêche. L'éolienne est une fausse bonne idée. Où est l'écologie lorsqu'il est question de couper des forêts pour y installer des éoliennes? Sauvegardons le paysage naturel, forestier et architectural de Brûlis-de-Pêche. Marre du bretonnage en puissance de nos zones rurales. La beauté de notre territoire n'a pas besoin de maquillage. Il ne faut pas laisser saccager la nature. Arrêtons de défigurer notre beau pays. Il y aura également un impact sur le tourisme vert, vu que les touristes trouveront notre petit coin de paradis trop banal à cause des éoliennes. Elles peuvent affecter la santé physique et mentale des riverains, notamment par leur nuisance sonore, ce qui peut provoquer du stress, de la fatigue, troubles de sommeil. Mais également, il ne faut pas oublier que la Terre nous porte, la nature nous donne de l'oxygène, notre bien-être physique et mental dépend directement à la Terre et son équilibre. Nous ne pouvons pas survivre si on ne protège pas notre mère principale, la Terre. Et enfin, nous avons déjà du mal à avoir du réseau et du Wi-Fi, comme quelqu'un l'a déjà dit précédemment. Et en plus de cela, vous voulez que la réception des ondes hertziennes soit perturbée par les éoliennes, ce qui provoque une image brouillée sur la réception de la télévision terrestre par antenne râteau. Voilà, ça fait beaucoup de chapitres qui ont été évoqués. Il y a un chapitre santé, humain, évidemment, qui fait partie évidemment de l'étude d'incidence. Et puis il y a une problématique qui a l'air importante chez vous, c'est la problématique de connectivité, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, ça n'a pas l'air d'être au point. C'est ce qui revient en tout cas régulièrement. Donc là, même si le débat est tout à fait différent, il est relevé ce soir. Qui souhaite prendre la parole, monsieur? Oui. Bonjour, Jean-Paul Brackman, Brûlis-de-Pêche. Monsieur O'Toole, tantôt, n'a pas parlé de la perte de rentabilité des panneaux photovoltaïques qui sont à proximité des éoliennes. Et la question n'est pas à lui, mais au dirigeant Luminus. Que compte-t-il faire pour compenser cette perte de rentabilité vis-à-vis des riverains? Ok, vous partez du principe qu'il y a une perte de rentabilité des panneaux photovoltaïques due à l'éventuelle présence du parc et de ces 6 machines, c'est ça? Ok. Qui souhaite répondre du côté de Luminus? Ben, si vous avez une installation en tête, on peut étudier en effet, c'est déjà fait en partie, mais pas d'un point de vue productif. Avec l'étude de CSD, faire l'étude de l'ombrage que donnerait l'éolienne sur un point donné en fait. Donc il suffit de communiquer votre coordonnée ou n'importe qui en fait dans la salle. Du coup je m'adresse à tout le public. Si c'est le cas, nous on peut étudier le nombre d'heures en fait par an équivalent d'ombrage, et après c'est une discussion à avoir. Mais voilà, mais la perte de productivité qu'évoquait le monsieur comme étant une hypothèse ne serait possible que s'il y avait de l'ombrage provoqué par les machines, c'est ça, si je vous suis bien? Mais ça arrive dans les forêts, j'ai jamais entendu, aussi loin des habitations, j'ai jamais entendu. Je suis en Fagne par exemple, et c'est mis sur le plateau et il y a du boisé tout autour. Si vous pensez dans la même situation que monsieur, potentiellement, par l'existence du projet Luminus, manifestez-vous par écrit, formellement, et demandez qu'on étudie votre situation particulière, maintenant, pour pouvoir en effet faire valoir votre bon droit éventuel. Je prends... Oui. Pour l'élite communale, je trouve que le délai de 15 jours est insuffisant dans cette période Covid. Les riverains ont des difficultés à se rassembler et à se côtoyer. Donc le délai devrait être porté à au moins 30 jours. Le problème, c'est qu'on est dans un cadre juridique. Monsieur O'Toole, vous voulez peut-être compléter? Oui, peut-être par rapport à la perte de rentabilité des panneaux photovoltaïques. Donc la législation impose donc aux développeurs éoliens de faire de l'ombrage sur chaque maison proche, maximum 30 heures par an et 30 minutes par jour. Donc ça veut dire que normalement, c'est le maximum d'ombre portée que vous pouvez subir sur votre maison
par an, donc c'est 30 heures par an. Donc 30 heures par an, en sachant que l'éolienne, quand elle émet de l'ombre sur des panneaux photovoltaïques, ça continue quand même à produire malgré le fait qu'il y ait de l'ombre. 30 heures par an, c'est pas quelque chose d'énorme. Donc en termes de rentabilité, je serais curieux de faire le calcul. Mais voilà, sachez que c'est quand même relativement limité. On a déjà pu l'observer. Évidemment, c'est beaucoup plus important quand on se trouve à proximité d'une entreprise pour laquelle il y a l'ombre du mât qui se propage tous les jours presque sur les panneaux photovoltaïques des entreprises. Mais pour des riverains qui habitent assez loin, comme il y a cette imposition de réalisation de 30 heures par an, normalement les pertes de rentabilité sont quand même assez faibles. Je voudrais rebondir sur juste un aspect légal que vous évoquiez, monsieur, il y a un instant. C'est vrai que la période, légalement, c'est de 15 jours. C'est comme ça, c'est fixé par le Code d'été, donc c'est vraiment un texte qui fait force de loi, j'ai envie de dire. Maintenant, peut-être que la commune peut accepter de recevoir des courriers au-delà de cette période, tout en précisant que le cadre légal, c'est 15 jours. Mais est-ce que vous pouvez envoyer des courriers pour plus tard, etc. Peut-être voir avec la commune si elle est OK pour en recevoir au-delà de cette date. Ou vous. Mais précisons que c'est 15 jours. Hein. Sinon, peu importe l'avis de la commune, envoyez vos demandeurs, Benjamin, je crois qu'il y avait les coordonnées dans le feuillet. Envoyez-les au-delà de 15 jours, ça ne sert à rien de l'envoyer à la commune, si je puis dire, sauf si elle est intéressée par les recevoir. Elle s'occupe du cadre légal, mais nous, en tant que demandeurs, on demandera à CSD Ingénieurs d'étudier toutes vos observations, même si elles sont au-delà de 15 jours. En tout cas, les rendre recevables du point de vue du développeur, au-delà des fameux 15 jours. On est d'accord? Donc 15 jours, c'est le délai légal, un courrier adressé à la commune, copie au développeur. Mais au-delà des 15 jours, on peut vous envoyer des courriers. Entre 15 et 30 jours, pour donner une limite, parce que sinon c'est jamais fini. Mais sinon, oui, on peut recevoir jusqu'à 30 jours après, vous inquiétez pas. Tout en retenant bien que le délai légal, vous avez bien entendu, c'est 15 jours, date calendrier, pour le courrier officiel à la commune, mais vous pouvez aller au-delà, jusqu'à 30 pour le développeur, ok? Je prends les toutes dernières questions, si vous voulez bien, jeune fille. Vous dites 30 heures par an, mais nous, on n'a rien demandé. Nous, on demande 0 heures. C'est vous qui voulez mettre ça. Donc 30 heures, ça reste 30 heures. On a bien compris que c'était 30 heures de trop, de votre point de vue. Voilà. Merci, mademoiselle. Monsieur. François Salengro. Si le projet, à tort ou à raison, s'installerait dans la zone boisée ici, on pourrait peut-être imposer ou proposer aider à la couverture GSM de la région qui est assez blanche, même si les opérateurs sont tenus à couvrir les zones blanches, mais je pense que le profit passe avant tout. Les opérateurs, quand ils demandent pour couvrir la zone forestière, ne sont pas intéressés évidemment parce qu'il faut mettre des relais et ça leur coûte très cher vu le peu de population qu'il y a. Mais en compensation, un peu comme la centrale de Chaux, où pas mal d'argent circule dans les villages environnants, quand vous voyez Chaux, le village de Chaux ou Hierges, qui deviennent même touristiques grâce à la compensation du nucléaire, on peut peut-être demander à Luminus d'y apporter quelque chose et d'imposer ou d'aider financièrement l'implantation d'une bonne couverture. Alors, je ne parle pas à ceux qui sont rétracteurs du GSM, ça, il y en a bien sûr, mais quand même pas mal de population voudrait avoir une bonne couverture, et donc ce serait peut-être une idée de compensation. En tout cas, retenons que le cadre dit suggestion, remarque, alternative, c'est une suggestion, ça peut être une compensation, ça vous est clairement demandé, ça peut être porté au dossier. Maintenant, vous recevez la demande, à vous peut-être de l'analyser, mais c'est quelque chose qui pourrait être envisageable comme mesure compensatoire ou comme geste de la maison Luminus, si tant est qu'un projet comme celui-là viendra voir le jour. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais ça me paraît, d'un point de vue purement technique, financier, j'en ai aucune idée de quoi ça représente, mais d'un point de vue technique, à partir du moment où on met un support, il n'y a plus qu'à rajouter une antenne, j'imagine le coût est réduit. Donc on pourrait peut-être justement mettre en commun certaines installations avec un Proximus ou autre chose, ce serait des choses qui sont envisageables. En tout cas, je prends le point, c'est un point qu'on va étudier. On a l'habitude de rentrer en contact avec justement Proximus, Orange et des choses comme ça pour d'autres aspects. Pour celui-ci, ça pourrait être une question qui sera soulevée. En tout cas, la demande est clairement énoncée, la réponse, vous venez de l'amorcer, mais en tout cas, voilà, c'est porté au procès verbal, c'est enregistré. Merci, monsieur. Dernière question. Voilà, si vous implantez du câblage pour rejoindre Couvain, c'est peut-être le moment d'y aussi implanter la fibre optique. Ça reviendrait pas plus cher, je crois. Donc si vous creusez pour faire le raccordement électrique, autant y rajouter alors le câblage de la fibre optique qui ne passe pas le long de la nationale.
Voilà, mais forcément vous vous doutez bien qu'avec des suggestions comme ça, il y aura forcément deux salles, deux ambiances. C'est ceux qui souhaitent éventuellement proposer, je dirais, une compensation aux développeurs, voilà, et puis il y a les opposants dont vous êtes un certain nombre qui ne veulent pas entendre parler du projet, et donc forcément de mesures compensatoires, on s'en doute bien, mais bon voilà, il y a, tous les avis sont émis, sont reçus librement, et donc ils sont respectables à plus d'un titre, toutes. Oui monsieur, mais à un moment donné, il faut arrêter. Oui, mais attendez, si vous n'avez pas de micro, ça n'est nulle part. Donc, bah oui. Moi, Baha Saïd, je demande une seule compensation, c'est de pas d'éolien à Brûlis de Pêche. Là, ils sont en train de mettre les tapis par terre. Et là, on a besoin de rien. Mettez la fibre, mettez ceci. Non, j'achète une antenne. AliExpress, une antenne et on a la 2G et la 4G. Mais l'éolien, ça nous reste sur la tête. Non, on n'a pas besoin d'éolien. Les messieurs ou les dames qui sont en train de mettre les tapis par terre pour que l'éolien vienne, je dis non, non. Et moi j'irai même là, hein, saccager le terrain s'il faut. Voilà. Ok, c'est pas le meilleur mot de la fin, c'est pas le plus positif, je vous le conseille bien volontiers, mais j'aimerais vous rappeler qu'il y a quand même quelque chose à faire de factuel. Crier, c'est bien, je le disais, ça fait du bien, mais si vous voulez vraiment fixer les choses, bah, vous venez de le faire oralement. Prolonger peut-être un certain nombre de commentaires, de réflexions par des courriers que vous pouvez envoyer pendant 15 jours à la commune avec une copie aux développeurs, et puis prolonger peut-être encore 15 jours de plus vos réflexions auprès du développeur en direct si vous le souhaitez. Tout sera pris en compte. Je voudrais vous remercier pour votre mobilisation. Vous voulez le mot de la fin? Ouais. Oui, enfin. Attendez, oui. Je voudrais vous remercier pour votre mobilisation importante dans un contexte particulier. Donc, c'est dire la motivation qui est la vôtre et la démarche citoyenne que vous avez entreprise ce soir, elle est tout à fait respectable. Et croyez bien que ça nous touche. Mais n'hésitez pas à continuer vos réflexions, je le disais de manière officielle, continuez de vous mobiliser, d'intervenir. Vous en avez tout à fait le droit, bien évidemment. Monsieur, rapidement. Oui, mais voilà, c'était pour signaler que l'ensemble des débats, enfin de ce qui s'est exprimé ici, ainsi que la présentation du projet, avait été diffusé en live sur Internet, sur la page Facebook de couvain.com, également sur la chaîne YouTube, et que donc, si vous avez envie de partager avec vos amis, avec les personnes que vous connaissez, c'est possible puisque ça restera en ligne. Et puis, puisque je parle de ce qui s'est passé en ligne, on a eu malgré tout pas mal de remarques sur quelque chose qui s'est dit ici, sur le fait que le terrain avait été déboisé alors que l'étude d'incidence n'a pas été lancée. Et donc il y a des personnes qui se posent la question et qui posent la question de savoir si on pourrait faire toute la lumière sur le contact qu'entretient le propriétaire du terrain, qui semble être quelqu'un qui va être vraiment intéressé par le développement du projet, et de savoir pourquoi ce propriétaire a décidé de faire place nette avant qu'on commence l'étude d'incidence, qui ne sera évidemment pas la même aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus d'arbres et qu'il y a moins de faune, et que vous êtes déjà en terrain pratiquement conquis, puisque c'est un désert. Voilà. Ok, merci monsieur. Ça a déjà été dit. Alors voilà, vous avez une double mobilisation, si je puis dire, importante, massivement présentielle. Donc voilà, c'était une première RIP, je pense, dans le secteur éolien en présentiel. Il faut aussi saluer Luminus, qui n'était pas du tout obligé de tenir cette réunion. On aurait pu très bien la virtualiser complètement. La société a souhaité le présentiel et aller au débat. C'est tout à fait respectable aussi. Et donc merci à vous, et n'hésitez pas à prolonger le débat précisément en donnant peut-être le lien de la captation de cette soirée vers vos connaissances qui souhaiteraient être intéressées par le projet. Merci à toutes et à tous, et bon retour chez vous. On se reverra peut-être sur d'autres projets alors. Merci, au revoir.